Bonsoir. Enfin, bonsoir. Non, c'est un peu tôt, pardon. Bonjour. Format habituel de ces jeudis après-midi des journées CSH. Et vous voyez que on est très attaché à la pharmacie hospitalière du futur. Donc là, bien sûr, c'est la thématique, une des thématiques principales du congrès qui est l'IA. Et c'est appelé pharmacie hospitalière du futur. Et j'ai une de mes anciennes internes qui vient de me dire ils font présenter ça par un vieux. Voilà. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Mais bon, tout ça pour vous dire que, en fait, c'est une thématique qui nous taraude depuis très longtemps. Et notamment, on s'est interrogé plusieurs fois. Notamment, on a repris un peu l'historique de ces journées CSH. Et en 2017, par exemple, il y avait Dijon, avec des nouvelles technologies de santé. On pensait robots, mais autres développements également. 2018, Rennes, où c'était écrit pharmacie, où le thématique, était pharmacie 3.0. Donc on parlait déjà vraiment là d'intelligence artificielle. Et ça y est, on y est. L'IA, on n'a pas un journal télévisé, une information, etc., y compris professionnel, qui ne parle pas d'IA. Donc on a décidé, on a décidé un peu de creuser cela. Alors avec la limite, c'est que tout a déjà été dit depuis 2 jours. Donc on va annuler l'après-midi parce qu'on a eu d'excellentes conférences sur l'IA mardi et ce matin notamment, qui avaient un aspect un peu plus, on va dire, éthique et philosophique. Donc tout ayant été dit, je vous engage donc à aller en pause. Voilà. Et vous reviendrez juste pour une conclusion. Bref. L'IA, c'est quoi qu'est-ce qu'on met dedans? J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, cela devient l'IA. Voilà. Donc, et on va commencer peut-être tout de suite, justement, par, vous savez, notre traditionnel vidéo-trottoir, avec une première question piège. Et avant le micro-trottoir, eh bien, voilà, on est venu à votre rencontre, c'est la voix off qui vous parle, des rencontres CSH. On est venu à votre rencontre également depuis hier matin pour vous demander dans le public qu'est-ce que vous connaissiez, qu'est-ce que vous pensiez de l'intelligence artificielle. Mais on veut aussi que vous participiez. On veut aussi que vous participiez et c'est pour ça que vous l'avez vu affiché depuis le début de la séance et on va vous réafficher tout de suite. Il y a un QR code que vous pouvez scanner. Ce QR code vous permettra d'accéder à notre outil WooClap et nous aussi, on a envie de vous poser une question. La première, peut-être, question à vous poser, c'est la même qu'on vous a posée quand on est venu à votre rencontre, mais l'intelligence artificielle en pharmacie hospitalière, c'est quoi? Voilà, et on va vous écouter. Pendant ce temps-là, vous pourrez voter sur WooClap, et puis on se retrouve en plateau juste après. Alors, l'intelligence artificielle en pharmacie hospitalière, pour moi, c'est très vaste. On peut en mettre un peu partout, on peut en mettre dans notre aide au quotidien, dans la validation pharmaceutique, on peut en mettre dans la production, on peut en mettre dans énormément de domaines. Donc finalement, c'est le progrès de demain pour moi, l'intelligence artificielle. C'est un moyen qui permet d'aider le pharmacien dans sa gestion, dans le screening par exemple, et d'aider à son travail au quotidien. Je ne connais pas vraiment exactement ce que c'est, ce que ça peut apporter en tout cas à la pharmacie de demain, quoi. Personnellement, c'est très flou. J'ai énormément de mal à l'imaginer parce qu'on ne le voit pas du tout dans les études. Pour moi, c'est un outil d'aide fonctionnel qui va nous permettre d'améliorer nos pratiques et de faciliter le travail du pharmacien et peut-être aussi de réduire sa charge de travail dans certains domaines qui ne nécessitent pas de technicité. C'est l'utilisation d'applications informatiques, numériques, pour nous faire gagner du temps et éviter les erreurs. Moi, tout ce qui est numérisation améliorée, tout ce qui peut permettre de faciliter, favoriser les meilleures actions sous réserve qu'elles ne débordent pas les responsabilités des uns et des autres.
Ça peut être de l'analyse d'aide à la prescription sur les logiciels métiers. Ça peut être également pour de la mise en situation sur notamment les jumeaux numériques. Ça peut être tout simplement pour calculer les ressources nécessaires, les meilleurs chemins d'accès pour les plans d'urgence, pour la gestion de risques. Ça peut être sur des modèles prédictifs en oncologie. Ça peut vraiment avoir une application infinie. Et voilà pour ce que vous en avez pensé. On vous affiche en ce moment le nuage de mots qui est en train de se construire avec vous aussi vos ressentis. Et vous voyez que le mot principal qui ressort, c'est aide. Mais voilà, on va parler aussi peut-être de définir l'intelligence artificielle. La parole au plateau. Donc on voit qu'il y a plein de mots, même si le mot aide apparaît en fréquence la plus importante. Finalement, de quoi parle-t-on? Donc, pour nous aider un peu à débroussailler le sujet, qui est bien vaste et bien flou, notamment en ce qui me concerne, nous avons la joie d'accueillir le professeur Cécile Le Gall-Fontes, qui est professeur de droit pharmaceutique local de l'ETAP, donc à l'UFR de Montpellier. Merci d'être là. Et puis, celui que tout le monde connaît, Pierrick Bedouche, qui est donc PUPH et prof de pharmacie clinique donc à Grenoble, et qui a déjà participé, je crois, à une des premières sessions, parce que ça fait partie de sa thématique de recherche. Voilà. Qui veut commencer pour nous nous resituer les affaires entre Pierrick et... C'est Pierrick ? Ça sera Pierrick. Ok. On va se partager comme ça. Bien. Bon, comment vous allez ? Ça va bien? Vous n'êtes pas encore parti, hein, malgré ce que Philippe vous proposait d'aller faire le tour des posters, donc restez avec nous. Bon, on m'a dit, il ne fait pas beau dehors en plus, donc on est mieux ici. J'ai entendu plusieurs définitions, et d'ailleurs notamment M. Goffy, que j'écoutais ce matin, qui nous donnait effectivement une définition. Alors, on peut en avoir plusieurs. Moi, j'aime bien référer à Turing, Alan Turing, ce mathématicien qui a exercé pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui finalement a proposé dès les années 50 des notions, mais qui étaient basées sur des mathématiques et du calcul. Et donc, juste pour vous proposer une illustration de ce qu'est le test qu'il avait proposé, test de Turing, pour vérifier en fait si un système, on peut le qualifier d'intelligence artificielle. Et ben, comme vous le voyez sur le petit schéma, c'est assez simple. On met un humain, et on y reviendra, c'est que justement un des sujets sans doute, c'est qu'il y a de l'humain, et il y en a beaucoup. Et cet humain, on le met face à deux situations, deux scénarios. Donc à l'époque, bien sûr, c'était des échanges textuels. Mais à partir du moment où finalement l'humain interagit avec un humain d'un côté, une machine de l'autre, et qu'à un moment donné, il ne fait plus la différence, on peut qualifier cette informatique comme intelligence artificielle. En tout cas, et après, l'autre élément, bien sûr, c'est un concept un peu plus large. Mais c'est donc quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et peut-être ce qu'il faut se redire, parce qu'on va parler de différents sujets, techniques, outils, peut-être d'avoir ça en tête. C'est finalement se dire, à un moment donné, quand la technologie, la machine, l'algorithme, la mathématique fait qu'on se retrouve dans une interaction où j'ai vu rapidement, c'était dans notre dos, il y a marqué « aide » en gros sur IA. Donc effectivement, je crois que ça va être l'objectif pour la pharmacie hospitalière, mais pas que, c'est comment on a de l'aide dans les processus qu'on a à mener. Donc voilà, une petite mise en perspective. Et puis avec Cécile, après on voulait, sur la diapo d'après, aborder effectivement ces deux champs. Ces champs pratiques et puis cet aspect réglementaire, ce n'est forcément pas exhaustif du tout. Ce que vous voyez en dessous, sous la balance, c'est finalement différents types d'applications et puis surtout dans quel type de processus on va peut-être pouvoir les retrouver. Vous allez voir cet après-midi, on va quand même beaucoup parler d'aide à la décision, SADP, algorithme, mais comme ça a été très bien dit par certains, il y avait des sacrés experts dans le micro-trottoir. Bien sûr, il y a des automates, des robots. On va parler de la donnée. Vous l'avez mentionné, M. Goffy, ce matin aussi, la question de la qualité de la donnée sur laquelle on peut s'appuyer, notamment pour les modèles qui nécessitent de l'auto-apprentissage sur des modèles supervisés. La santé connectée, qui se développe de plus en plus. Et puis, j'ai entendu jumeaux numériques, mais il y a aussi humains digitaux. Ouvrir le champ vers l'interaction entre humains avec le patient, c'est des choses qui se font et qui existent. Donc voilà cette petite mise en perspective, et ça soulève des questionnements réglementaires pour nous. Donc on va avoir besoin de ton éclairage, Cécile.
Merci beaucoup, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc effectivement, moi j'interviendrai pour recadrer parfois le propos dans le champ du réglementaire. C'est pas toujours très amusant, mais c'est malheureusement nécessaire, d'autant que ces dispositifs d'IA qui se sont développés très rapidement et qui posent beaucoup de questions réglementaires à différents niveaux. Donc je vous ai mis quelques pistes de réflexion qu'il faut, je pense, garder toujours en tête, que l'on soit concepteur ou déployeur, utilisateur des solutions d'IA, notamment dans un premier temps sur la qualification juridique. Donc Pierrick l'a dit, il y a une définition qui permet de réunir les dispositifs d'intelligence artificielle. L'Europe s'est penchée il y a quelques années maintenant sous l'impulsion de la Commission européenne qui est très proactive en matière de création de textes sur l'IA. Sur une définition, il y a un texte très important qui vient d'intervenir là cet été, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'IA Act, et qui vient définir de façon très précise et très réglementaire ce que l'on doit entendre par modèle, dispositif d'intelligence artificielle. Puis bien évidemment, souvent, ces dispositifs d'intelligence artificielle sont intégrés dans des dispositifs médicaux, mais pas systématiquement. Donc il faut aussi savoir reconnaître les dispositifs médicaux qui ont une destination médicale et auxquels, vous le savez bien, s'applique un champ réglementaire très strict. Donc déjà, cette question de qualification juridique des outils, elle est essentielle parce que de la qualification dépend l'application des règles, ce que l'on appelle le régime en droit. Alors bien sûr, vous, ce qui vous intéresse, c'est l'application des responsabilités, parce que les responsabilités, en tant que praticien hospitalier, vous les connaissez déjà de façon assez diffuse. Vous savez qu'il y a des risques de responsabilité en matière civile, en matière pénale, en matière administrative, en matière disciplinaire avec le Conseil de l'ordre. Et quel peut être l'impact de l'arrivée de ces outils sur votre responsabilité de praticien? Eh bien, bien évidemment, la question se pose de façon très saillante en ce moment et tout dépend de la participation, de votre participation dans la mise au point ou dans l'alimentation de l'outil et tout dépend de la défaillance qui peut avoir lieu puisque bien évidemment, quand il y a une responsabilité, il y a une défaillance. Si la défaillance vient de l'outil, si l'outil est défectueux, eh bien, il y a une responsabilité fabricant qui est assez naturelle et qui se mettra en place, alors que si la défaillance est humaine, eh bien, effectivement, on pourra il faudra regarder de plus près la participation de chacun. En matière de protection des données personnelles, qui dit IA dit bien évidemment maniement, utilisation de données, et dans le milieu hospitalier de données personnelles. Et vous le savez certainement, les données personnelles, elles sont dites sensibles, c'est-à-dire particulièrement protégées par le droit, encore une fois protégées par le droit européen. Il y a un très grand règlement dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il est assez célèbre, qui s'appelle le RGPD, et qui a mis en place des règles très très contraignantes qui permettent de protéger les données personnelles. Et ce RGPD, il a été suivi il y a peu de temps, puisque ça date de cette année, d'un grand règlement sur l'espace européen des données de santé, donc il vient compléter le RGPD vraiment sur le sujet de la santé, et qui permet à la fois de renforcer le droit des personnes, mais aussi de partager l'utilisation des données de santé, et ça c'est important pour les praticiens que vous êtes, et c'est important également dans le cadre des projets de recherche. Donc la protection des données personnelles, au sein de l'hôpital, il y a un délégué à la protection des données qui conseille, qui accompagne et qui est garant du respect, mais il faut avoir en tête qu'il y a vraiment des contraintes importantes lorsqu'on manie des données personnelles. Et enfin, protection par la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, ça permet de protéger, de valoriser l'innovation. Vous connaissez ces outils de propriété intellectuelle, les brevets, les marques, le droit d'auteur. Eh bien, ces outils peuvent être sollicités pour protéger les innovations à base d'IA. Mais là encore, tout dépend de quoi on parle. Les algorithmes, ce sera plutôt naturellement les brevets. Les logiciels, plutôt naturellement le droit d'auteur. Les bases de données, par exemple, les bases de données qui servent à apprendre, à tester. Il y a un droit des sui generis, donc spécifique pour les bases de données. Bref, là aussi, il y a beaucoup de nuances à apporter pour appliquer le bon droit, se diriger vers la bonne protection. Bien, merci. Le décor est planté et bravo parce que vous avez fait ça en moins de 5 minutes, alors que c'est quand même, pour un béotien comme moi, assez parfois abstrait. Donc le décor planté, donc on imagine, on voit que, et vous le savez, il y a un grand nombre d'outils qui revendiquent intégrer de l'IA. Alors, nous avons fait un appel à communication auprès des différents éditeurs de solutions, et notamment en leur proposant en leur proposant de nous adresser une courte vidéo, et je dois avouer que nous n'avons pas eu beaucoup de succès. Alors c'était l'occasion plutôt d'aller voir, mais comment ça se passe sur le terrain
Et donc, nous allons, c'est un grand classique dans ces jeudis après-midi, nous allons lancer donc à peu près une petite demi-heure de vidéos qui va montrer différentes expériences de systèmes et de services qui ont intégré des machines finalement qui utilisent l'IA. Ça sera très. Alors par contre, on a bien vu que l'IA pouvait intégrer tout et n'importe quoi, j'allais dire, non, surtout pas, mais elle pouvait être dans tous les champs d'action, finalement, de nos métiers en particulier. Là, on va se cantonner un petit peu à tout ce qui est lié, on va dire, je fais, tant pis, un prof de pharmacie clinique, donc je vais peut-être me faire engueuler pour la terminologie, mais tout ce qui est plutôt lié à la pharmacie clinique, analyse de prescription, voilà. Si on peut envoyer en régie. L'intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante dans nos vies. Son intégration dans notre exercice de pharmacie hospitalière promet de révolutionner nos pratiques en améliorant efficacité et sécurité de la prise en charge des patients. Aujourd'hui, l'IA s'invite déjà dans notre exercice de pharmacien hospitalier, notamment dans nos systèmes d'aide à la décision pharmaceutique. Demain, l'IA pourrait-elle dépasser la simple aide et prendre des décisions pharmaceutiques à notre place ? Comment anticiper ces bouleversements ? Sait-on vraiment ce que cela va changer ? Plusieurs équipes pharmaceutiques se sont déjà lancées. Nous sommes allés à leur rencontre. Direction le CHR de Metz-Thionville, qui a choisi de prioriser son analyse pharmaceutique avec des scores de pondération. Il nous explique. Les pharmaciens utilisent DXCare pour le dossier patient, Pharma dans lequel on fait l'analyse pharmaceutique à proprement dite, et on s'appuie également sur Vidal Sentinel pour cibler nos patients à risque. Donc c'est un logiciel prêt à l'emploi qui fonctionne avec des règles, et le logiciel va chercher en temps réel les informations dans DXCare. Chaque règle est pondérée d'un score de risque, et donc en théorie, plus le risque du patient est élevé, plus le patient est à risque. Au niveau du moteur de règles, c'est des règles qui sont valables pour tous les établissements, et la seule chose qu'on peut moduler dans le logiciel, c'est le score de risque attribué à chaque règle. Donc Vidal propose un score de risque pour chaque règle et après libre à chaque établissement de suivre ce score. Vidal Sentinel, pour chaque règle déclenchée, il ne donne pas la conduite à tenir. Donc on a dû faire un guide maison, on a appelé référentiel de la conduite à tenir en fonction de la règle déclenchée, qui permet finalement à tous les pharmaciens d'avoir la même attitude face à une règle qui se déclenche. C'est assez intuitif en fait. Vidal Sentinel est utilisé comme un complément dans notre analyse pharmaceutique. L'utilisation de Vidal Sentinel a clairement été un moyen pour nous de nous dire ok, on intègre nos jeunes collègues sur la validation pharmaceutique, mais on sait que derrière on va prioriser et puis on va leur mettre un outil à disposition pour un peu les driver et dire identifier nos patients en risque, les services à risque, et derrière qu'est-ce qu'on en fait ? On a des règles, on a des scores, on a une conduite à tenir. Et souvent on a des bonnes surprises parce qu'on a des externes qui se posent des questions que nous on se posait pas ou plus. Et donc eux en pratique ont le temps et de toute façon on les incite, voire on les oblige à utiliser tous les outils à ma disposition, et de toute façon ils en sont demandeurs et ça les rassure. Je participe également au circuit des validations des chimiothérapies injectables. Sur le site on utilise le logiciel Chimio. Effectivement je regrette que à ce jour, je vois l'apport, parce que je valide sur Pharma dans le médicament, je vois l'apport de Vidal Sentinel via la validation pharmaceutique, pour la validation pharmaceutique, que je n'arrive pas à avoir sur mon logiciel Chimio et mes prescriptions de chimiothérapie injectable. Si on utilise ces outils, soit on lui donne les moyens, on lui donne la donnée pour y parvenir, et c'est efficace, et c'est ce qu'on en attend, ou alors on n'y va pas et on ne lui donne pas la donnée, et c'est inutilisable finalement en l'état. Une organisation où la jeune génération est impliquée. Un système qui participe à leur formation et permet une seniorisation de l'analyse pharmaceutique. Et les juniors, qu'en pensent-ils ? Je trouve que Vidal Sentinel participe vraiment à une aide importante pour l'analyse d'ordonnance. Et sans le référentiel que les pharmaciens ont créé, effectivement, l'outil Vidal Sentinel est beaucoup moins intéressant à utiliser. C'est vraiment le référentiel qui permet d'avoir une plus-value.
Au-delà de la seniorisation, il participe même à la qualification de l'outil. Explication. Chaque année, l'établissement réalise des tests de performance du logiciel, donc ça permet de voir si le logiciel Vidal Sentinel est fiable. Réaliser les tests de performance, ça permet de remonter aux éditeurs de logiciels et du groupe utilisateur les problèmes qu'on a rencontrés pour justement améliorer la performance du logiciel. Tous les 6 mois, on réalise un ciblage des services à risque, donc ça permet aussi de développer la pharmacie clinique en fonction des services qui seront considérés comme à risque. On pourra par exemple déployer des conciliations médicamenteuses, réaliser des entretiens patients. Au final, un projet qui permet de prioriser, de senioriser et d'harmoniser les analyses pharmaceutiques. Avec quelques points à retenir pour celui qui souhaite se lancer. Peut-être ce que je pourrais conseiller à quelqu'un qui se lance demain dans l'utilisation de Vidal Sentinel, c'est finalement de suivre les scores de risque proposés par Vidal, parce que ça, on a peut-être perdu un peu de temps. Alors les limites de Vidal Sentinel aujourd'hui, c'est que vraiment c'est chronophage parce que comme je vous l'expliquais, on fait l'analyse pharmaceutique sur Pharma, le dossier patient est dans DXCare et donc en plus on a Vidal Sentinel. Donc c'est 3 écrans, c'est lourd. Il n'y a pas du tout de lien interopérable, donc Vidal Sentinel récupère en temps réel les données de DXCare. En revanche, il faut basculer dans DXCare pour aller voir toutes les observations médicales parce qu'il ne récupère que des données structurées. L'utilisation de Vidal Sentinel au sein du CHR Metz-Thionville, c'est vraiment sécuriser la prise en charge médicamenteuse des patients. C'est pas du tout un gain de temps. L'idée, c'est quand même d'analyser 100% des prescriptions et vraiment de sécuriser et d'uniformiser nos pratiques finalement en utilisant le même outil et en ayant tous les mêmes conduites à tenir avec le fameux référentiel de la conduite à tenir en fonction de la règle déclenchée. Voici donc une première approche à Thionville, avec un système d'aide à la décision pharmaceutique, clé en main, qui permet de prioriser l'analyse pharmaceutique et où le pharmacien décide en regard d'un référentiel de conduite à tenir local. À l'avenir, les pharmaciens souhaiteraient le voir totalement intégré à leur système d'information. Notre enquête se poursuit à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à Paris pour un second retour d'expérience. Ici, l'équipe pharmaceutique souhaitait avoir le contrôle sur le paramétrage de l'IA. Quels systèmes ont-ils retenu et pourquoi? Explication. L'IA est arrivée chez nous, on a commencé à y travailler dès la fin 2019 et on a commencé du coup à s'intéresser aux différentes solutions d'intelligence artificielle pour aider à la priorisation de l'analyse pharmaceutique. Alors on a retenu Pharmia qui correspondait vraiment à nos attentes en tant que pharmacien, c'est en tant que d'aide, de pouvoir être maître de nos règles et de pouvoir construire nos règles nous-mêmes. Et le fait qu'il ait été construit en partie par des pharmaciens hospitaliers, on avait vraiment le même langage et on s'est très vite retrouvé avec cet outil-là. Pour la phase de paramétrage, on a eu une formation importante par l'équipe de Pharmia. Actuellement, on analyse tous les lits, donc à peu près 150 lits, sauf ceux de réanimation et d'unité de soins continus. À la différence du système précédent, ici, tout est donc paramétrable. Explication. Aujourd'hui, l'analyse pharmaceutique maître se fait dans DXCare. Pharmia est un outil à cette analyse pharmaceutique à l'aide de décisions. Mais en effet, DXCare, c'est l'outil qui reste maître pour les médecins et pour les pharmaciens, pour les préparateurs en pharmacie. Pour l'analyse pharmaceutique que l'on fait grâce à l'outil Pharmia, donc on a 2 types d'alertes sur l'outil. Donc on a les alertes Teriac et on a les alertes qu'on appelle les alertes maison et qui sont flaguées sur l'outil par justement un petit logo d'une maison. Donc comme ça, on peut distinguer les alertes issues de Teriac et les alertes issues de notre revue des interventions pharmaceutiques que l'on a fait avec chaque expert sur l'établissement. Et donc qui a permis de construire donc une centaine de règles maison. C'est un outil très ergonomique, c'est-à-dire c'est pas juste un outil d'aide à la prescription, c'est vraiment un outil pensé par des pharmaciens pour des pharmaciens. Donc pour l'instant on appelle ça, donc c'est Pharm Intelligence Artificielle. C'est vrai qu'aujourd'hui on utilise les règles d'experts et en production donc on pourra en effet lui apprendre à l'outil la pertinence ou la non-pertinence des alertes qui s'affichent. Un paramétrage qui peut aller jusqu'à l'intégration de certains paramètres biologiques. Sur ma validation d'ordonnance, l'intelligence artificielle via le logiciel Pharmia me permet de prioriser notamment mon analyse pharmaceutique lorsque j'ai un peu moins de temps pour faire une analyse de tous les patients d'un service, ou encore ça m'aide notamment pour suivre des paramètres biologiques, cliniques, puisque ce logiciel met en valeur les paramètres qui sont anormaux chez certains patients. Je pense que les différents points de vigilance de ces logiciels font qu'il ne faut pas que ça remplace le pharmacien, mais que ça permet de nous aider dans notre analyse pharmaceutique.
tout en gardant, nous, notre formation continue, en s'intéressant aux différents articles scientifiques, les dernières recommandations en vigueur, etc. Donc cet outil d'intelligence artificielle, en soi, il nous permet, nous, de nous aider en tant que pharmaciens à faire de l'analyse pharmaceutique, etc. Mais ça ne remplacera pas en soi l'expertise qu'on apporte à ce logiciel et nos interactions avec les médecins. Un système totalement paramétrable et qui demain intégrera une IA apprenante. Était-ce plus complexe à mettre en place ? Le chef projet côté service numérique nous fait un retour d'expérience. En fait, on est pilote du projet, donc la majorité des problématiques qu'on a eues, c'est lié au fait qu'on est pilote. Donc en fait, pilote sur le fait d'utiliser Pharmia, d'interfacer Pharmia avec DXCare. Ça a mis énormément de temps parce qu'il fallait trouver quelles données sortaient de DXCare, où elles étaient précisément dans les messages et où est-ce qu'on voulait précisément les mettre en Pharmia. Au lieu de ça, il y a la transformation en Fire, donc qui est le format que prend Pharmia et que ne sort pas DXCare. Cette transformation Fire-là, on ne l'avait pas du tout anticipée au début du projet, donc elle n'était pas prise en compte dans le devis initial. Pour l'instant, l'éditeur bloque l'accès aux non-pharmaciens, donc par exemple à nos médecins, parce que ça ne va pas avec leur marquage CE. Je ne peux pas imaginer que Pharmia remplace un pharmacien. C'est vrai qu'avec un outil comme ça qui est ergonomique, qui vraiment fluidifie les pratiques énormément, donc les utilisateurs sont vraiment contents de l'outil. Un système paramétré par des pharmaciens et réservé aux pharmaciens ? Il faut s'en féliciter. Quel bilan pour l'équipe pharmaceutique ? Dans les conseils, donc nous on est très contents et voilà, on n'a pas envie de revenir en arrière. Et l'idée au contraire c'est de le pousser encore plus loin et de continuer à travailler avec cet outil. Ce qu'on n'a pas du tout anticipé, par contre je pense au début, et on était un des premiers donc c'est peut-être normal, c'est l'interface et l'impact du DPI sur l'achat de ce logiciel. Nous on a acheté un logiciel, on a acheté Pharmia et on a un peu vu que cette partie-là, alors qu'en fait, à côté de ça, il y a toutes les interfaces à mettre en place et à payer, et que les dialogues avec des éditeurs comme Dédalus ne sont pas forcément simples, même s'ils sont partenaires de Pharmia. L'énorme point positif, c'est qu'on priorise immédiatement nos patients les plus à risque, ils ressortent tout de suite. Voilà, c'est une vraie aide pour les pharmaciens qui valident, un gain de temps et un gain en efficience comme on le souhaitait à la base. Voici donc une seconde approche à Paris avec un système d'aide à la décision pharmaceutique, totalement paramétrable, pour prioriser l'analyse pharmaceutique, et qui demain apprendra seul grâce à l'IA pour optimiser les interventions pharmaceutiques et gagner en efficience. Notre enquête se poursuit au CHU de Caen-Normandie pour une troisième approche de l'IA en pharmacie hospitalière. Ici, l'équipe pharmaceutique a fait appel à l'intelligence artificielle pour optimiser la conciliation des traitements médicamenteux dans le cadre d'un projet régional. Comment et avec quel outil ? Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un appel à candidature formulé par l'Omedit Normandie qui porte sur l'optimisation de la prise en charge pharmacothérapeutique des sujets âgés. Nous avons retenu cet outil-là puisqu'il permettait d'avoir une vision plus exhaustive de l'analyse de l'ordonnance avec justement une lecture des ordonnances manuscrites qui pouvaient être intégrées dans l'outil Bimedoc et puis une visualisation, que ce soit tant des interactions médicamenteuses que des effets indésirables et les conseils qu'on pouvait remonter vers le médecin pour optimiser la prescription qui était beaucoup plus avancée. La mise en place de l'outil a été assez simple dans les services qu'on bénéficiait. On est parti à chaque fois d'un service bénéficiaire pour faire progressivement une extension vers les autres services. Ça a été plutôt favorablement reçu avec un vrai plus, tant au niveau de l'équipe pharmaceutique qu'au niveau de l'équipe médicale. Alors, le travail de mise en place de cet outil a été fait conjointement avec la DSI, donc a permis une sécurisation du circuit sur les données des patients. Et donc aujourd'hui, on a 3 modules d'interopérabilité qui sont effectifs avec l'outil Bimedoc. Bimedoc arrive à savoir l'identité des patients qui sont hospitalisés. Il sait également quels sont les traitements qui sont prescrits aux patients à l'hôpital, donc ça nous permet de récupérer ces informations-là des DPI et de les mettre dans Bimedoc de façon structurée. Bimedoc est également capable d'envoyer les comptes rendus de synthèse en un clic dans le dossier patient informatisé. Quand on va recevoir une ordonnance par mail ou qu'on va retrouver une ordonnance dans le dossier patient informatisé, on va pouvoir, cette ordonnance, la rentrer dans Bimedoc et Bimedoc va être capable, grâce à l'intelligence artificielle, de lire cette ordonnance et de la transcrire en format structuré. Lorsqu'on double contrôle l'analyse de l'IA dans Bimedoc, on a sur une fenêtre la lecture faite par l'IA et en parallèle sur une autre fenêtre
l'ordonnance qu'il a lue. C'est une étape qui est obligatoire avant un port de l'analyse par l'IA. Dans l'outil Bimedoc, il y a des moteurs de règles qui sont paramétrés pour nous aider à de l'analyse pharmaceutique, voire même jusqu'à de l'optimisation thérapeutique. Il est lié au thésaurus de l'ANSM. Alors aujourd'hui, sur ces outils, on n'a pas de moyen de personnalisation. C'est un outil qui est clé en main, qui est actualisé par les développeurs du logiciel. Ils sont à l'écoute parce que si on leur propose des améliorations, des nouvelles règles, eux nous donnent un calendrier sous lequel ils sont capables de créer ces nouvelles règles. Et pour le médecin, quels sont les apports de ce système intégrant l'intelligence artificielle ? Après l'implantation de Bimedoc, on a maintenant un document qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus visuel, coloré, qui permet de vraiment mettre en évidence tout ce qui a été modifié, arrêté. Il n'y a pas que l'outil qui participe à la compréhension de cette conciliation, il y a aussi justement tous les échanges que va créer ce logiciel, c'est-à-dire la collaboration entre le pharmacien et le médecin et les échanges qui vont naître justement à partir de ce logiciel. Alors moi je serais plutôt pour l'intégration de l'IA dans les conciliations médicamenteuses pour permettre le traitement de données volumineuses et permettre des analyses qui peuvent être plus rigoureuses en termes d'interaction notamment entre les médicaments. Pour autant, je pense que ça nécessite quand même une validation humaine des informations. Ça permet réellement d'apporter une plus-value à la prise en charge et de limiter les problèmes liés aux médicaments, aux interactions médicamenteuses ou encore la iatrogénie. Un outil intégrant l'IA qui favorise les échanges interprofessionnels. A-t-il été facile de le faire adopter ? Il a plus fallu convaincre les équipes de se servir de l'outil que se servir de l'IA. Il a fallu convaincre les collègues plutôt de changer leurs habitudes dans la conciliation médicamenteuse. Je pense qu'on est à peu près à temps équivalent vis-à-vis de ce qu'on faisait avant, mais il y a surtout un gain sur la qualité des informations qu'on produit. On a gagné du temps grâce au fait que Bimedoc a accès à un annuaire des professionnels qui sont saisis dans le logiciel. Et donc pour le lien ville-hôpital, en 2 clics, on envoie l'ensemble des documents de synthèse aux professionnels d'aval. Si vous voulez Bimedoc, le plus important c'est de prévoir l'interopérabilité avec le DPI pour éviter tous les risques d'identitovigilance. 3e retour d'expérience, à Caen, avec cette fois une utilisation de l'IA pour optimiser la conciliation médicamenteuse avec un outil qui améliore la qualité, favorise le lien ville-hôpital et optimise les tâches administratives avec une dimension régionale. Mais où l'on retiendra que le pharmacien doit garder le contrôle sur l'IA. 4e destination de notre enquête, 4e projet. Ici, à l'hôpital Nord-Franche-Comté, l'équipe pharmaceutique aussi a eu recours à l'intelligence artificielle avec un autre outil pour l'assister dans la conciliation des traitements médicamenteux, mais pas que. Explication. Ce qui nous a amené à choisir Posos, c'est qu'à la chaîne FC, on a voulu jouer sur les 2 plans, à la fois l'activité pharmaceutique de conciliation et surtout de bilan de médication. Ça, c'est ce qui était important pour nous. C'est à la fois une des équipes qui reçoit le plus de patients âgés qui viennent des urgences et qui repartent à domicile, donc c'était vraiment la population cible qu'on avait, mais c'est aussi des médecins qui sont extrêmement sensibles à ces questions-là. Nous, on avait surtout un focus sur la conciliation de sortie, pour vraiment sécuriser la sortie du patient et transmettre les infos aux intervenants de ville et permettre une reprise les meilleures possibles par les collègues de ville. Pour aller chercher les financements et puis convaincre, c'était surtout d'abord aller chercher le financement et ça a permis de convaincre. Et qu'on avait besoin d'un coup de pouce pour se lancer, une reconnaissance aussi institutionnelle. Et ça, du coup, l'ARS, par ce biais-là, nous l'a donné. Concernant l'outil Posos, en termes de paramétrage technique, globalement, nous, on est assez peu intervenu et ça a été court. Les principaux paramétrages qu'on a fait, c'est pour surtout essayer de faire le plus coller l'outil à notre pratique. Côté humain, du coup, ça a nécessité quand même une courbe d'apprentissage qui a duré un bon mois. Et puis, quand on parle d'intelligence artificielle ou quand on parle de système algorithmique, il faut bien comprendre comment fonctionne l'outil pour savoir comment bien l'utiliser. Ici, le préparateur en pharmacie hospitalière est impliqué. Que pense-t-il de cet outil intégrant l'IA ? Je trouve que c'est un outil au quotidien qui va nous faciliter la tâche par rapport à l'ancien système parce que ça va nous permettre
de gagner du temps, d'éviter certaines erreurs de retranscription. Moi, ce que je retire beaucoup, en fait, essentiellement de cette activité-là, c'est tout vraiment le lien ville-hôpital et retour à la ville et la sécurisation voilà, pour le patient, de son ordonnance, de ses traitements. Créer ce lien-là avec les différents intervenants pour vraiment pour une prise en charge globale du patient et pour assurer cette sécurité de l'ordonnance en fait. Un meilleur lien ville-hôpital et une collaboration interprofessionnelle accrue qui permettrait une sortie plus rapide pour le patient. Quel est le point de vue du médecin ? Cet outil a vraiment favoriser la communication et la collaboration entre nos deux spécialités, entre les médecins et les pharmaciens. L'objectif final, c'est vraiment d'obtenir une amélioration de la prise en charge des patients, une amélioration de l'efficience, de la sécurité du patient au niveau notamment iatrogène, éviter des erreurs au niveau des thérapeutiques et qui aboutiront à une sortie plus rapide, à une sortie plus sécurisante pour le patient. Et puis il y a tout le contact aussi qui est fait avec la médecine générale, avec le médecin traitant en aval, qui est très important. De toute façon, l'intelligence artificielle, je pense que c'est amené à se développer et que ça sera forcément un plus pour nous. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle remplacera le pharmacien et je ne l'espère pas, parce que je pense qu'il faut toujours garder ce contact humain et c'est très important dans nos métiers d'avoir de l'empathie. Un bénéfice pour le patient et une IA qui ne remplace pas le pharmacien, mais qui l'aide en analysant les données académiques. Une analyse qui doit cependant être maîtrisée, voire contrôlée. Depuis en tout cas qu'on a Posos, on a réussi à doubler notre recrutement patient. L'outil Posos d'analyse d'ordonnance et d'aide à la décision, ça permet vraiment de synthétiser et de mobiliser différentes bases de données académiques sur le médicament pour avoir une information assez complète des risques iatrogènes qu'on peut avoir sur un patient donné. Les limites aujourd'hui, principalement, elles sont pour nous sur Posos sur le comportement, c'est-à-dire que du coup on a encore des fluctuances sur les réponses qui ne sont pas toujours identiques pour des mêmes cas donnés. Les points de vigilance surtout, nous, pour le choix de cet outil-là, c'est qu'il a été aussi guidé par notre futur choix de DPI. On ne pensait pas passer autant de temps dans du paramétrage, dans de l'adaptation pour que ça colle à notre façon de travailler. Là où il faut qu'on progresse, c'est d'avoir, je pense, un outil et une démarche partagée à l'échelle du territoire. À Trévenant, une autre utilisation de l'IA pour optimiser la conciliation médicamenteuse, où le pharmacien doit garder le contrôle sur l'IA qui assure un gain en qualité et rapidité du service pharmaceutique rendu. Dernier retour d'expérience. Notre enquête nous ramène en région parisienne, au GHI Le Raincy-Montfermeil, où l'équipe pharmaceutique est en phase pilote pour déployer au sein du GHT un système d'aide à la décision pharmaceutique intelligent et prêt à l'emploi pour prioriser l'analyse des prescriptions. Nous les écoutons. PharmaClass est adossé à un autre DPI qui est Crossway. Donc notre logiciel de prescription c'est USB 2 et en même temps à un autre laboratoire, un autre logiciel de bilan biologique qui est LOL, Labo Online. Donc on voulait un outil qui nous aidera à prioriser nos analyses pharmaceutiques vers ceux qui sont les plus à risque. Et cet outil est censé nous générer des alertes justement qui concernent ces patients ciblés. C'était un projet de GHT avec le budget qu'on a obtenu. On n'a pas pu couvrir tous les lits, donc on est parti sur un système de POC, Proof of Concept, ou la preuve d'un concept qui démontre la faisabilité d'une méthode ou d'une idée. Et là où on était obligé de sélectionner, filtrer en fait certains services, et ça c'était un avis collégial par contre. Un système prêt à l'emploi qui a néanmoins mobilisé l'équipe pharmaceutique pour s'approprier le paramétrage. L'IA, l'intelligence artificielle, elle a parfaitement sa place dans nos PUI et qu'aujourd'hui, on doit s'y mettre. Il y avait un gros investissement de la part des pharmaciens. L'outil est assez intuitif, j'ai pu l'appréhender assez facilement. Peut-être j'ai passé plus de temps avec mes collègues à essayer de voir les paramétrages. C'était sans cesse des allers-retours avec mes deux collègues pour qu'on puisse noter. On a mis en place un tableau d'ailleurs, récapitulatif de toutes les interventions qu'on pouvait faire. On a rencontré beaucoup de difficultés à l'intégration des constantes principalement physiologiques. Les constantes biologiques, car il fallait faire un choix vu le volume des constantes pour pouvoir avoir une idée relative entre l'outil DPI et PharmaClass. Alors les règles qui sont fournies par l'éditeur sont des règles qui ont été établies par des pharmaciens d'autres établissements. Alors pas tous, parce que les pharmaciens ont le choix ou pas de partager leurs règles une fois paramétrées. Pour un certain nombre, les règles viennent de Suisse ou de Belgique.
Pour l'instant, en fait, on est à l'étape de correction de toutes les règles qui ont été mises en place. Et c'est un travail en fait qu'on n'avait pas considéré dès le départ, puisque on nous a dit que l'outil était prêt à être utilisé sans modification. Il fallait juste vérifier les flux. On s'est rendu compte qu'au niveau des alertes, on avait plus d'alertes en TKO, donc générant une intervention pharmaceutique justifiée. Donc l'outil PharmaClass est un outil très intéressant, mais dont l'étape de paramétrage des règles est à prendre en compte. Les services informatiques font remarquer qu'au-delà des retards et aléas liés au fait d'être parmi les premiers à utiliser une solution innovante, il faut absolument anticiper le périmètre de l'interopérabilité dans un projet multi-établissement. Dans leur cas, une extension à tout le GHT impliquerait de repartir de zéro. Et pour l'équipe médicale, quelle plus-value ressentie à l'intégration de ce système intelligent ? Cette intelligence artificielle pourrait peut-être nous aider à optimiser nos prescriptions et à mettre en évidence des interactions médicamenteuses. Le patient sera complètement gagnant grâce à cet outil, puisqu'il évitera toute la iatrogénie, qui est quand même une des premières causes d'hospitalisation, notamment en gériatrie. Je ne pense pas que l'IA pourra remplacer le pharmacien, on a vraiment besoin d'eux pour tellement de choses. Pour alimenter l'IA, de toute façon, il faut que ce soit paramétré par un pharmacien. Donc l'IA ne peut pas alimenter l'IA, je pense. Et pour l'équipe pharmaceutique, quel bilan ? Quelle perspective après la phase pilote ? Aucun outil aujourd'hui ne peut remplacer un pharmacien hospitalier et son expertise. Par contre, c'est parfaitement complémentaire, ça a toute sa place, comme je l'ai dit auparavant, pour améliorer, pour optimiser nos interventions. Voilà, c'est aussi un outil de formation pour nos plus jeunes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a des jeunes pharmaciens, des assistants juniors, etc., c'est vraiment un bel outil pour les former, pour les guider dans leur intervention. Et ça, je pense qu'on en a, ça a parfaitement sa place aujourd'hui. Personnellement, je pense que beaucoup de mes confrères sont un peu inquiets j'ai pas envie de dire manque de transparence, mais c'est un peu la réalité des choses aujourd'hui. Je pense qu'il faut quand même faire un effort sur les outils qu'on met à disposition des pharmaciens. On nous fournit des outils et nous, on passe notre temps à demander à les perfectionner parce que il manque toujours des paramétrages, on joue beaucoup le rôle de développeur en fait. J'aimerais bien que les éditeurs fassent un petit effort là-dessus. L'éditeur, il faut dire, était présent pour nous, pour répondre en fait à nos questions. En termes de difficultés rencontrées, il y a eu quelques petits problèmes techniques. Je citerai en premier le décalage du calendrier par rapport à ce qui était prévu. Pour rendre cet outil d'intelligence artificielle beaucoup plus performant et pour aller plus loin, je souhaiterais vraiment dans l'avenir joindre les flux de diagnostic des patients en interface évidemment avec cet outil pour qu'on puisse avoir des informations beaucoup plus précises. Et aujourd'hui, si j'ai un message à vous donner, mes chers confrères pharmaciens, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Allez-y, c'est un outil qui est vachement bien, c'est notre avenir. Il ne faut pas que ça remplace l'humain. On est là, on accompagne, mais par contre, il faut prouver et ça sera notre prochaine étape à négocier avec la direction en termes de nos bilans, de nos chiffres, de la pertinence et de ce que cet outil nous a apporté pour qu'on puisse avancer et renouveler. À Montfermeil, une dernière expérience de déploiement d'un système d'aide à la décision pharmaceutique, prêt à l'emploi, où tant informaticiens que pharmaciens ont insisté sur la valeur ajoutée de ce système, mais également sur son déploiement chronophage, avec une anticipation indispensable de l'interopérabilité multi-établissement. L'intelligence artificielle promet de révolutionner nos activités pharmaceutiques. Nous avons été à la rencontre de 5 équipes qui se sont déjà lancées. Pour l'instant, le recours à l'intelligence artificielle semble limité à nos outils de conciliation des traitements médicamenteux et systèmes d'aide à la décision pharmaceutique. Et on retiendra que cela améliore systématiquement la qualité du service pharmaceutique rendu. Mais avec ces évolutions fulgurantes, après la robotisation des métiers logistiques, pourrait-on demain remplacer toutes les missions du pharmacien par une intelligence artificielle ? Une IA qui aurait appris de nous ? Comment maîtriser l'interopérabilité ? Comment rester maître de nos données de santé ? Quelle éthique pour le recours à l'IA en pharmacie ? Dans tous les cas, il ne faut probablement pas voir l'intelligence artificielle comme une insécurité pour nos métiers. En revanche, le pharmacien se doit d'assurer la garantie humaine lors de l'utilisation de ces outils basés sur l'IA. Nous ouvrons le débat et traçons les perspectives d'avenir avec vous.
Bien, merci pour eux et pour ceux qui ont réalisé ce reportage. Peut-être juste préciser qu'il y a un certain nombre d'outils, de noms d'outils qui ont été mentionnés, mais il n'y a aucune sponsorisation de leur part ou d'autres, et qu'on est dans le cadre d'une ligne éditoriale totalement libre. Voilà. Je voulais juste préciser ça. Voilà. Donc, on a tous ceux qui ont participé au tournage sont là. Donc, il y a beaucoup de monde sur scène. Ce que je ferai peut-être, c'est que quand je vous donnerai la parole, peut-être vous présenter très brièvement, parce que vous êtes assez nombreux. Donc, je vais essayer de ne pas trop perdre de temps et de favoriser le débat. Donc, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses sont à dire. Et on va pouvoir relancer un WooClap, histoire de vous comment dirais-je, de vous solliciter la salle, ce qui sera d'ailleurs le cas à d'autres moments. Et par la question, est-ce que c'est la régie qui lance la question ou grosso modo, c'est pas, enfin, je vais la lancer. Allez, qui utilise des outils pharmaceutiques dopés à l'IA? Donc le principe, c'est d'afficher une ville et un type d'activité. Vous avez vu que là, on était sur analyse, conciliation, par exemple. Oui, tout à fait, Philippe. Et donc, voilà, depuis tout à l'heure, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. C'est Ed qui ressort de façon très majoritaire sur la première question. L'IA en PUI, en un mot, c'est quoi pour vous? Et donc, on passe à la deuxième question, et on y reviendra tout à l'heure. C'est est-ce que vous aussi, vous utilisez déjà l'intelligence artificielle? Alors, c'est pas oups, hein, on va ajuster ça, mais en gros, c'est quelle ville et pour quel type d'activité pharmaceutique? Et entre-temps, eh bien, la parole est à nos invités et à toi, Philippe. Donc, on a un peu arbitrairement essayé de séquencer avec nos invités, de séquencer cet après-midi en 5 thématiques et nos débats en 5 thématiques principales. Et la première, on a vu dans les 5 expériences très riches qui nous ont été présentées qu'il y a des différences entre prêt à l'emploi et versus à paramétrer, des systèmes intégrés, moins intégrés, voire non intégrés. Et est-ce que peut-être je me tourne vers les collègues de Metz, peut-être pour un peu développer cet item-là, en sachant que l'intérêt et l'objet, c'est que nous échangions les uns et les autres autour de cette table presque ronde. Merci. Donc Grégory, pharmacien gérant, chef de pôle au CHR Metz-Thionville, établissement de 2200 lits et places dans l'Est de la France. En 2019, quand nous avons souhaité faire une réorganisation de nos 2 PUI pour garantir 100% de l'analyse pharmaceutique et d'intégrer, surtout, premier point, les juniors, les internes et les externes, nous avons pris la décision collective d'acquérir un système d'aide à la décision médicale. Il nous paraissait évident que ce logiciel devait être préparamétré, car nous n'avons pas de temps à consacrer pour la création des règles. On voulait se concentrer sur l'optimisation de notre processus et pas à déployer des règles. Notre choix s'est tourné vers Vidal assez naturellement et nous avons assez facilement acquis le logiciel et nous l'avons très facilement installé. Ça a été relativement simple, moyennant quelques allers-retours sur le Loïc, sur la biologie, mais ça s'est passé très simplement. Le point le plus important était très rapidement de qualifier, de valider les données, en particulier sur les séjours. Donc on a fait un très très gros travail que va vous présenter Pauline sur cette qualification et habilitation du logiciel. Je passe la parole à ma collègue. Bonjour, je suis Pauline Fréry, pharmacien au CHR de Metz-Thionville sur le site de Thionville. Et du coup, effectivement, Vidal Sentinel est un logiciel prêt à l'emploi, mais il a quand même nécessité une qualification opérationnelle après son installation. Donc l'idée était simplement, dans un premier temps, de s'assurer qu'on ne perdait aucune donnée. Donc on s'est assuré que les séjours redescendaient tous bien de notre DPI dans Vidal Sentinel, les biologies et les prescriptions. Donc une fois que tout cela a été validé, on a testé le logiciel à proprement dit. Donc cette première phase a été faite fin 2019. À cette époque, le logiciel comportait une 60aine de règles. Le temps de former tout le personnel pharmaceutique au logiciel, on a commencé à l'utiliser en pratique courante qu'à partir de mi-2021.
Et à la suite de cela, en fait, on continue de s'assurer de la sensibilité du logiciel, donc avec des tests de performance, donc principalement la sensibilité, qui est calculée une fois par an à minima et à chaque changement de version. Parce que depuis 2019, les versions ont évolué, on a maintenant 153 règles, donc à chaque fois, on recalcule la sensibilité. Et c'est d'ailleurs l'objet d'une communication orale de notre interne qui a réalisé sa thèse sur le sujet. Donc on est bien dans un système classique, je vais dire. Excusez-moi, je suis vieux. Donc on revient à un système classique où la notion de qualification, on a déjà eu le terme pour la qualification juridique d'ailleurs tout à l'heure, où la notion, enfin le concept de qualification, il ne faut pas l'oublier, quoi. C'est important, c'est hyper important. Est-ce que parmi ceux qui étaient avec des systèmes, on va dire, plus intégrés, moins paramétrables, on va dire, ou prêts à l'emploi, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, notamment parler là-dessus, sur ce côté limite ou avantage, voilà. Chloé Dupont, je suis pharmacien gérant à la Fondation Rothschild à Paris. Il y a effectivement tout le côté qualification, mais ce qu'il faut penser aussi, c'est la suite, parce que là, on fait un gros travail de paramétrage en amont, et on va voir arriver notamment tous les changements de marché médicaments, et je pense qu'il faut aussi qu'on l'ait en tête. Nous, on a beaucoup basé nos règles sur les classes ATC, pas sur des codes UCD, et ça fait partie aussi de la qualification en amont à laquelle il faut penser. Je sais pas. Peut-être Nadine et Amel, parce que vous, on a l'impression qu'il fallait tout paramétrer, où tout était paramétré initialement, mais il a fallu recommencer, et à 100 fois, je remets le métier. Alors, Amel Tercomeni, je suis pharmacien hospitalier au GHI Lorrain-Simon-Fermeil. En fait, on nous a mis à disposition en fait, plus d'une centaine de règles, mais on s'est très vite rendu compte qu'il y avait par exemple des règles qui comportaient en fait, des codes UCD, pas des classes ATC. Donc, ce qui fait qu'en fait, si on n'a pas le bon produit, la règle ne peut pas se déclencher ou s'activer. Ce qui fait qu'on s'est rendu compte qu'on a dû faire en fait, un travail de correction par rapport à notre livret, par rapport à nos produits, par rapport à nos données physiologiques qui ne sont pas codées de la même façon que les données qui ont été mises à disposition. Donc, en fait, la qualification, c'est un point, mais en fait, il faut prendre en compte toute la partie équivalence de code entre les différents systèmes d'aide à la prescription et à la décision. Merci. J'ai une question subsidiaire. Tout ça, ça prend un peu de temps, donc nourrir la bête, là. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire là-dessus? Est-ce que ça fait vraiment gagner du temps? Il y a surtout, comme tout investissement, on imagine, on espère un retour sur investissement, c'est-à-dire on perd du temps au départ, mais on va en gagner vachement après. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est... Alors, gagner du temps, c'était pas l'objectif. Honnêtement, nous, c'était vraiment de cibler, de prioriser les patients les plus à risque. En fait, on parle de validation de toutes les prescriptions. Tous les collègues nous disent, de toute façon, moi, je valide toutes les ordonnances tous les jours. Mais en fait, l'outil nous permet de voir le risque au moment où il se produit. C'est-à-dire que sur une journée, si le risque est arrivé là tout de suite maintenant, en fait, l'outil nous permet, finalement, si on arrive à coder correctement notre algorithme, on arrive en fait à cibler le patient à risque au moment où le risque se produit, voire en amont du risque. Donc c'est plutôt ça en fait qu'il faudrait retenir. Ce qui fait que sur le principe, en fait, on n'a pas de gain de temps, au contraire. Et l'étape de paramétrage, en fait, je pense que c'est une étape fastidieuse, mais si tout est bien fait, le retour sur investissement est, je pense, très intéressant. Donc la maîtrise du système, voilà, c'est ça. Est-ce que nos deux experts veulent rajouter quelque chose sur cette partie, on va dire? Ça a été dit dans le film par Pauline. Nous, on n'a pas du tout de gain de temps. En tout cas, objectif finalisé. On est dans une organisation qui nous permet de tendre à analyser la totalité des prescriptions en intégrant des professionnels nouveaux ou en formation. Donc du gain de structure, du gain de formation
Et surtout, ça nous permet aussi de nous retrouver autour d'un outil innovant et d'avoir une dynamique favorable, mais aucun gain de temps. On a d'ailleurs augmenté en nombre de ressources pharmaceutiques. Les indicateurs sont là, hein, le même nombre de lignes analysées, plus de ressources pharmaceutiques, mais un retour des utilisateurs, c'est-à-dire les unités de soins bien meilleures. D'accord. On va passer à la deuxième thématique, hein, parce que le temps file. Concernant les limites, ou d'autres limites, on va dire, puisqu'on en a déjà évoqué, c'est notamment, il y a un truc qui est assez marquant, c'est qu'à un moment donné, il a été mentionné qu'un des outils utilisés ne présentait pas une, on va dire, grande répétabilité, je vais arriver à le dire, et que voilà, c'est assez étonnant parce qu'on a tous la notion que normalement un outil d'IA est censé être le plus reproductible possible. Voilà, donc à ce moment-là, alors Selim, je dois vous rajouter, Selim Omrani, donc de l'hôpital Nord-Franche-Comté, n'est pas là, j'ai oublié de vous le dire, je vais me faire taper sur les doigts par la régie, d'autant plus qu'il poireaute en visio et vous le voyez. Donc Selim, concernant cette partie-là, merci d'être connecté. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Super. Moi, je voulais partager quelques réflexions en écho à ce qui a été dit. C'est que s'intéresser à l'IA, c'est s'intéresser aux données, à la fois leur origine, la façon dont elles sont prises en compte, les règles qui leur sont associées. On a parlé aussi des RGPD, aussi, donc c'est le stockage, et puis il y a aussi la présentation et l'ergonomie. Si on veut s'assurer de la fiabilité et de la sécurité des données, et des résultats qui sont générés, il faut s'intéresser et mettre les mains dans le cambouis, s'intéresser à l'architecture de ces outils et la façon dont ils ont été pensés. Et je voulais partager avec vous le fait aussi qu'en miroir, il me semble important de s'intéresser à la façon dont les données qui sont générées par l'IA sont traitées par l'opérateur, en l'occurrence le pharmacien. Tous ces systèmes nécessitent un apprentissage, mais aussi une réflexion sur le processus d'expertise pharmaceutique. Nous, ça a été assez flagrant, ça a posé pas mal de questions. Comment digérer, hiérarchiser, critiquer une somme assez colossale d'informations qui d'ailleurs sont parfois aussi synthétisées par l'IA avant de nous être données. Là où avant, parfois, voire souvent, une seule source brute d'informations était mobilisée. Comment appréhender en pratique quotidienne des données qui sont parfois divergentes, voire contradictoires, donc à la fois en lien avec un système d'IA qui est peut-être encore immature, mais aussi en lien avec des bases de données qui, elles, sont contradictoires, et puis on nous mobilise, et puis on a la chance que du coup on ait aussi des données qui soient divergentes. C'est le cas dans les interactions pharmacocinétiques, c'est aussi le cas sur les événements indésirables, imputables au traitement. Et puis enfin, c'est comment restituer toutes ces données, toutes ces infos, tous ces résultats aux autres professionnels pour que ce soit intelligible, compris et que finalement ça serve dans la pratique. Donc on va dire que ce ne sont pas des questions nouvelles, mais l'IA en fait nous les rappelle vraiment avec insistance et exigence si on veut que ces systèmes permettent d'aider et améliorer la pratique du pharmacien. Sur la structuration justement de ces données, parce que c'est quand même assez interloquant de voir qu'on peut avoir des choses divergentes. Donc concernant la consolidation des données, comment faut faire, comment ça se passe, quelle est votre expérience, et peut-être que là aussi Pierrick peut nous aider à répondre à ce type de questions. Oui, merci Philippe. Merci à vous tous et toutes. C'était vraiment très bien, toutes ces présentations. Si tu m'autorises comme un petit commentaire dans les vidéos, même s'il y a de l'informatique, on voit qu'il y a du papier, j'ai vu des livres, j'ai vu une collection de stabilos dont je suis jaloux. Donc ça veut dire que visiblement, il n'y a pas que de l'informatique. Effectivement, là, en vous écoutant, et ce qu'on voit, et le thème de la discussion, c'était IA et pharmacie hospitalière. Et on sait qu'on a des activités très riches. En vous écoutant, on parle beaucoup d'un des aspects de notre exercice de pharmacie hospitalière, qui est l'analyse pharmaceutique des prescriptions. Et après, donc ça, c'est déjà un volet, puisque derrière, il peut y avoir plein d'autres actes de pharmacie hospitalière pour lesquels la technologie et l'intelligence artificielle peut nous aider. Bon, je vais en citer un ou deux. Les préparations, par exemple.
il y a des choses avec des reconnaissances aussi et des IA, avec notamment de l'analyse d'images. Ça peut être quelque chose de très intéressant et ça existe déjà un petit peu. Et puis effectivement, l'autre élément que vous avez mentionné, c'est est-ce que c'est l'IA ou pas? Alors que dirait Monsieur Turing? Est-ce que si on mettait quelqu'un derrière, est-ce qu'il identifierait qu'il y a une machine ou un humain? Je ne sais pas encore. Par contre, là où je suis sûr, c'est ce que vous avez tous mentionné, je crois, c'est la recherche d'outils pour aider dans le processus. Donc plusieurs l'ont mentionné, la question est sans doute l'aspect réglementaire, moi m'intéresse aussi beaucoup, en tant que pharmacien gérant notamment, mais la question du temps qu'on va consacrer sur ces actions, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, et je crois plusieurs, oui, je crois que les pharmaciens, on n'a pas peur de ne pas avoir de travail, hein. Je crois que c'est au moins une des chances de nos disciplines, c'est que du travail, il y en a plutôt beaucoup, et on est plutôt dans une démarche. Donc, ça fait aussi un champ de compétences où on peut se poser ces questions. Parce que, en fait, on ne doit pas avoir peur, a priori, de se faire remplacer. On est plutôt en mode, bon, ben, comment on fait pour que ça tienne en 24 heures, et comment on va pouvoir arriver à tout faire, et vous l'avez très bien dit, en sécurisant le processus pharmaceutique pour nos patients. Donc là, effectivement, en vous écoutant, je pense qu'on est, et vous l'avez mentionné là, à la fin, sur la question de la validation des règles, du contenu de ces règles, de est-ce qu'on peut les récupérer, pas les récupérer. J'ai entendu si sont construites par ATC, par UCD, donc il y a ces éléments-là. Et puis derrière, mais j'ai envie de passer la parole à Cécile sur finalement la génération de ces règles, automatiques, pas automatiques. Est-ce que ça ouvre pas aussi une question de responsabilité pour nous, en tant que pharmaciens derrière, puisque c'est déjà un acte très réglementaire, le fait, alors je dis analyser, mais on parle même de validation de prescription en France, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Oui, bien sûr. Merci Pierrick. Donc effectivement, avant d'arriver à la responsabilité, qui je crois est un thème qui arrive un petit peu plus loin. Tout à fait, oui. Je peux revenir sur Tout à fait, oui. Mais on était obligé de déborder, forcément. Oui, mais on va en parler parce que ça reste majeur comme préoccupation. Mais on va peut-être revenir sur le traitement des données, parce que Célim le disait à l'instant, il y a un gros travail dans l'utilisation et le traitement de la donnée qui part de la collecte, qui passe par la conservation, le tri, le traitement, finalement. Et donc on est complètement dans le cœur des exigences qui sont posées par le RGPD, par les textes réglementaires en général, parce qu'on ne va pas les reciter. Et les pharmaciens sont des praticiens qui ne sont pas forcément juristes, qui ne les connaissent pas forcément dans les détails. Pour autant, il y a vraiment un corpus de règles très très important, avec une responsabilité qui peut être générée. Donc moi, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas seul dans la compréhension et dans l'application de ces règles. Sachez que les concepteurs déjà d'outils, ils ont cette obligation de formation qui vous concerne, pour que vous soyez éclairés quant à la gestion de l'outil, que vous puissiez bien le comprendre pour bien l'utiliser. S'il y a des possibilités de contribuer à la conception de l'outil via le paramétrage, vous apportez votre pierre, mais initialement, il y a vraiment cette formation qui est actée. Et puis, in situ, au sein de l'établissement hospitalier, il y a une personne qui est quand même cruciale pour accompagner et pour éclairer sur l'utilisation, le traitement des données, la conservation des données, parce que toutes ne doivent pas être conservées indéfiniment. Il y a une minimisation qui est imposée dans la collecte des données, parce qu'on ne doit pas collecter de façon infinie les données. Il faut vraiment toujours choisir de façon très ciblée les données. C'est vraiment le DPO, dont j'ai un tout petit peu parlé au début, et qui est une personne garante de la protection des données sur le site, qui est obligatoirement présente, c'est une obligation. Tous les organismes publics doivent nommer un DPO, soit en interne, donc c'est une personne ressource de l'hôpital ou de l'établissement, soit en externe. Il faut vraiment bien l'identifier et ne pas hésiter à interagir beaucoup avec lui pour qu'il vous accompagne et qu'il vous éclaire sur les principes. Parce que le RGPD déjà a posé un cadre réglementaire très très fort. Là maintenant avec l'IA Act, on a encore rajouté des obligations dans la sécurisation des données, dans les obligations d'information aussi vis-à-vis des patients. Donc c'est très lourd tout ça et il faut vraiment être éclairé et être accompagné. Donc c'est ce que je voulais rajouter à ce stade. Merci Cécile. Célim, justement, ça fait une petite transition. On a parlé formation un tout petit peu. Ça va être notre prochaine thématique. Célim, il y avait dans la vidéo, donc tu as parlé de préparateurs et formation préparateur. Tu peux juste développer en 30 secondes ce concept et après on basculera forcément sur la formation générale, une autre thématique, mais qui découle des sources.
Ah oui, je serai bref. Il y a une courbe d'apprentissage pour l'utilisation de l'IA, mais là aussi en miroir, ce qui est vraiment intéressant et ce qui nous a interpellés, c'est que ça peut être un outil vraiment intéressant d'un point de vue pédagogique pour la formation, et notamment, ça l'a été pour les seniors, on n'a pas d'interne sur ce sujet, mais pour les préparateurs, ce qui était du coup assez nouveau aussi d'intégrer des missions de pharmacie clinique, du coup ça a posé un certain nombre de la structure dans la compréhension et puis dans l'apprentissage de ces tâches. Et puis ça peut amener aussi avec les outils d'aide à l'analyse pharmaceutique, ça peut être un bon outil didactique pour amener vers des notions plus fines, plus cliniques, les PPH, les internes et les seniors évidemment, parce que si on veut accompagner le mouvement, il faut aussi qu'il y ait une montée en compétences, ou en tout cas un accompagnement des compétences pharmaceutiques avec ces tirs. Oui, je crois qu'il y a des mots-clés. Merci Céline, parce qu'il y a des mots-clés importants. Outre la formation des préparateurs, il y a bien sûr la formation de toute l'équipe, hein, et puis la montée en compétences, l'importance de la montée en compétences des pharmaciens. Peut-être que Chloé et Jonathan peuvent nous parler de cet item-là, de cette formation-là, puisqu'ils l'abordent d'une façon assez précise, notamment pour celle des juniors, dans la vidéo qu'ils ont bien accepté de tourner. Ouais, merci. Effectivement, nous, on va plus parler de la formation des internes. La formation au logiciel, l'utilisation en pratique du logiciel, je pense que ce n'est pas un vrai souci, en plus avec nos jeunes générations qui sont plutôt assez geeks. Par contre, il faut quand même se méfier sur le long terme, et si ces logiciels se généralisent, que ça ne devienne pas un outil et qu'ils ne l'utilisent pas un peu en presse-bouton, et sans savoir toutes les règles qu'il y a derrière et pourquoi on a construit ces règles. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu de formation au logiciel, ça c'est sûr, mais de formation et de continuer la formation au métier de pharmacien clinicien. Je peux passer la parole à Jonathan, qui est docteur junior, qui a vécu un peu la transition avec l'arrivée chez nous. Merci. Du coup, je rejoins ce que dit Chloé, puisque à la Fondation, on peut à la fois avoir des internes en fin d'internat, en milieu d'internat, mais on peut aussi avoir des internes qui sortent du concours de l'internat. Et là, ça va être assez important d'accentuer cette formation d'abord aux aspects fonctionnels du logiciel, puisque même si notre logiciel est assez intuitif et facile d'utilisation, il y a quand même quelques fonctionnalités qu'on ne peut pas deviner si on n'a pas eu une formation à ce logiciel en soi. Aussi, on doit aussi accompagner ces internes dans le fait que la formation doit être complémentaire du logiciel Pharmia, puisqu'on doit donner une formation aux aspects pratiques, notamment sur des recommandations avec des cas cliniques ou autres, pour que l'interne ait un bagage suffisamment important pour exercer un sens critique sur les règles que va éditer Pharmia sur des interactions médicamenteuses ou autres. Ainsi, ça permet d'améliorer la pertinence des interventions pharmaceutiques qu'on va effectuer auprès de l'équipe médicale et donc de garder une certaine crédibilité. En soi, nous, en pratique, on peut utiliser notamment le logiciel Pharmia lorsqu'on monte dans des staffs et qu'on a en parallèle le logiciel à utiliser. Est-ce qu'on peut, juste Jonathan, si tu reprends la parole, tu pourras mettre un petit peu le micro un tout petit peu plus près de la bouche. Donc monter en compétence du pharmacien, mais également formation. Mais est-ce qu'on n'a pas un risque que la machine remplace le bon professeur Bedouche ? J'espère. Je lui souhaite à la machine. Ouais, nous remplacer, ce qu'on mentionnait tout à l'heure, probablement pas nous augmenter. Des fois, c'est ce qu'on essaye d'utiliser, on dit intelligence augmentée, même si la notion d'intelligence est toute relative. C'est plutôt effectivement ce que vous avez mentionné, quoi, l'aide que ça va pouvoir apporter derrière. Et puis peut-être aussi, alors plusieurs d'entre vous l'ont mentionné, le temps que ça prend. Donc j'ai entendu, je ne sais plus lesquels disaient que c'était peut-être vous, hein, voilà, que ça prenait pas plus de temps, mais en fait, est-ce que c'est pas aussi introduire de nouvelles activités, de nouvelles actions, notamment dans l'activité de génération ou d'adaptation des règles, que ce soit les règles, les algorithmes. Donc ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que vous avez une idée du temps que ça peut représenter? Est-ce que c'est vraiment une grosse charge de travail, on va dire, en phase initiale, ou est-ce qu'après, vous avez mentionné pour certains la question de changement de livret, de référence,
Voilà, est-ce que vous ou les autres, vous avez un retour là-dessus sur le temps que ça peut prendre? Alors, c'est un temps à l'infini. Pourquoi je dis ça? Alors, contrairement aux autres logiciels, le nôtre n'est pas... il n'y a pas de base de données médicamenteuses intégrée. Donc, ce qui fait qu'on peut tout paramétrer. Pourquoi? Parce que l'outil nous permet de récupérer des données structurées de biologie, de physiologie, de diagnostic, de médicaments prescription des pays, et ce qui fait qu'on peut paramétrer en fait à l'infini toutes les règles qu'on veut voir venir finalement. Les never events, les règles d'interaction, les règles de surdosage, les règles de redondance. En fait, finalement, le travail de paramétrage, en tout cas chez nous, ne s'arrête jamais. L'outil offre vraiment une plénitude de possibilités de paramétrage à l'infini. Une dernière intervention? Je rejoins du coup ce que disaient mes collègues, puisque dans Pharmia aussi, nous, on peut implémenter des nouvelles règles, etc. Donc, ce n'est pas forcément un gain de temps, mais vu qu'on va mettre un temps assez important pour coder ces nouvelles règles, etc. dans le logiciel, mais ça va permettre d'améliorer la pertinence de nos interventions pharmaceutiques, puisqu'on va avoir déjà une aide suffisamment importante pour détecter des situations problématiques qu'on ne va peut-être pas forcément voir tout de suite. Merci. On va lancer à ce niveau-là, dans ce timing-là, on va lancer, je vais y arriver, un micro-trottoir qui correspond finalement à la question à laquelle vous avez peut-être répondu tout à l'heure par le WooClap. C'est l'IA, il y en a chez vous? Je pense qu'elle est déjà utilisée dans d'autres services de l'hôpital, dans la pharmacie peut-être, mais je pense à mon insu, c'est-à-dire que ça doit être dans des logiciels qu'on utilise, mais j'en ai pas conscience. Je crois que c'est en cours de développement, mais je crois pas à l'instant T, non. Pas à ma connaissance, je pense pas. Alors comme ça peut être tout et rien, ça peut simplement être des algorithmes d'aide justement sur l'analyse, donc ça peut s'apparenter notamment sur les validations d'ordonnances, sur effectivement des analyses de petits risques, mais on est loin d'avoir toutes les potentialités que peut offrir l'IA aujourd'hui. Nous avons des outils d'aide à la prescription, d'aide au niveau des logiciels pharmaceutiques, notamment sur les interactions médicamenteuses, sur l'identification de certaines incompatibilités physico-chimiques. Ça, on les a. Et aussi, surtout, dans d'autres domaines, notamment de la biologie et dans la radiologie. Alors, il faudra s'entendre sur ce qu'est l'intelligence artificielle, mais dans l'unité de pharmacotechnie, on a un outil de vidéo-contrôle assez connu dans nos unités de pharmacotechnie en France. Donc, je ne sais pas si on peut considérer que c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est un outil très intéressant. Bon, donc de l'IA à l'issue de mon plein gré, si j'ai bien compris. Un petit, donc le WooClap, il nous faut le petit WooClap. Et oui, le retour sur la question qu'on vous a posée. Voilà, on vous a posé la question, on est venu à votre rencontre, et vous, est-ce que vous l'utilisez? Eh bien, en grande majorité, ça s'affiche à l'écran. Pour l'instant, c'est non dans vos retours d'expérience que vous nous mentionnez en temps réel. Alors par contre, on voit quand même il y a des expériences. Arras, Vidal Sentinelle, Avignon pour la conciliation, Bayonne pour la pharmacotechnie. Voilà, il y a des expériences quand même qui existent. On n'a pas pu venir tous vous voir, mais si quelqu'un dans la salle veut prendre 2-3 minutes pour présenter là aussi un retour d'expérience qui pourrait être différent, eh bien la parole peut être à vous. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous lever parce qu'on ne voit pas grand-chose. Non, non, non. Alors c'est un grand non, si je comprends bien. Il n'y a que les 5 expériences qui ont été présentées dans le reportage qui existent dans la salle. Le WooClap dit le contraire. Le WooClap dit quand même que, je ne sais pas, par exemple, à Avignon, il y a de la conciliation, que certains outils qu'on a nommés tout à l'heure, qui ont été nommés, sont utilisés. Quelqu'un veut quand même prendre la parole, éventuellement, pour dire « mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit ». Même ça serait bien. Voilà.
Est-ce qu'il faudrait donc un micro pour la personne qui a levé la main? Vous vous présenterez, vous pourrez vous mettre... ah oui, donc j'ai une deuxième après demande de parole. Et si la personne qui prend la parole peut se lever pour qu'on arrive à le... Se lever et petite présentation rapide. Excusez-moi, j'avais déjà pris le micro avant. Désolé. Geoffroy Maquin, CHU de Montpellier. Sur Montpellier, on a un projet de recherche qui s'appelle le projet Arios, où justement l'objectif c'est de déterminer les innovations en lien avec l'intelligence artificielle qui sera disponible sur les premières approches qu'on aborde. Il y a notamment la génération automatique des courriers de sortie, qui notamment on est en train d'essayer de développer ça sur les courriers de sortie de consultation en HDJ en lien avec les consultations pharmaceutiques, par exemple. Merci. Donc il y avait une deuxième et ça sera la dernière. Donc est-ce que les micros pour redescendre, levez-vous pour bien qu'on vous voit. Oui, bonjour, Anne-Claire Rouny du CHU de Grenoble. Donc nous, on a lancé un projet depuis déjà quelques temps sur un des modèles qui nous a été présenté donc Pharmia. Nous, notre principal retour actuellement, c'est les complexités en lien avec tout ce qui est interfaçage. Donc je pense que ça, c'est peut-être un des soucis. Vous aviez peut-être, nous, par rapport à notre logiciel, en tout cas, on a pu bénéficier de l'expérience et du travail qui a été réalisé sur un autre centre hospitalier de la région parisienne. Mais on en est encore à cette étape de franchir les obstacles par rapport à tout ce qui est interfaçage avec notre DPI. Et puis après, effectivement, la partie de programmation, tout ce qui est règles, et puis la réflexion qu'il faut mener autour de ça. Voilà. Merci. On va attaquer la quatrième thématique, c'est comment on démarre et comment on finance. Donc, je vais me tourner vers Nadine et Amel de Montfermeil, qui ont plein de choses à nous dire là-dessus. Bonjour, Nadine Elghazi, je suis pharmacien au GHI Lorraine-Montfermeil. En termes du financement, comme je l'ai dit dans le reportage, c'était un système de POC parce qu'à la base, c'était un appel à projet à l'ARS il y a 2 ans à peu près, novembre 2022. Et tout le monde connaît un peu les appels à projets. La petite somme qui est versée, elle n'est pas assez suffisante. On n'est pas allé à négocier avec la direction pour compléter le budget. On a voulu s'investir avec le peu qu'on avait. Donc à la base, on est un GHT de 3 établissements, mais finalement, les participants étaient que 2 avec Montfermeil qui était porteur. Avec tout l'effort fourni des 2 côtés de l'éditeur et même en fait de nous 2 établissements, on n'a pas pu couvrir tous les lits des 2 établissements. Donc à un moment donné, il a fallu faire un choix de filtrer, sélectionner les services qui sont les plus à risque. Donc ça, c'était une étape assez chronophage parce qu'à la limite, on n'a pas voulu sacrifier certains auprès des autres. Donc il y avait un choix et on a essayé finalement de pallier à tous les pôles des 2 établissements. En plus, dans le reportage, on a vu aussi une phrase de la part de notre référent de projet de la DSI, donc cellule informatique, qui a dit qu'aujourd'hui, si on renouvelle, parce que nous, il ne faut pas oublier qu'on est encore jeune dans le milieu, dans l'expérience, en fait. On vient de démarrer, donc on n'a pas assez de retours comme vous, comme vos outils qui sont implantés depuis encore quelques années. Donc on démarre, on découvre. Et donc, on se rend compte que si on renouvelle aujourd'hui et on va plus loin, alors là, il faut tout reprendre à zéro, si je reprends sa phrase. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si on étend sur les 3 établissements avec tous les lits, donc ça, c'est un financement à part, on était obligé de faire aussi un filtre sur tout ce qui a été côté technique. Donc, on n'a pas eu un volet de monitoring qualificatif ou qui s'appelle une supervision. C'est pour ça qu'on avait pas mal de problèmes techniques des flux. On a passé un temps fou à faire des ateliers de vérification des flux, pourquoi mon patient ne tombe pas, pourquoi cette ordonnance elle est erronée, etc. Donc on n'a pas eu un environnement test. Donc en fait tout ça c'est à reconduire. Donc en termes de financement, on se rend compte que si je reprends le même environnement qu'aujourd'hui mais un peu plus étalé, il me faut de la thune. Et encore, il ne faut pas oublier que l'étape paramétrage dont Amel a parlé tout à l'heure, elle est très importante parce qu'en fait, toutes les 2 dans le projet, on n'y arrive pas et ça, c'est un travail très important.
de tout paramétrer, de tout sélectionner. Donc effectivement, pour nous, c'est qu'il faut avoir un pharmacien de plus. Donc moi, je ne me vois pas me diriger vers les collègues qui sont déjà, parce que eux, ils comptent sur nous par rapport à notre choix sur ce système ou sur cet outil de priorisation, on va dire, d'analyse. Donc, il va falloir choisir en fait une troisième personne pour nous aider à créer ces règles et pour le rendre beaucoup plus pertinent. Et vous avez été payé, vous avez eu cette personne, la troisième personne. C'est la prochaine étape. Va être payée, il faut négocier le renouvellement bientôt. Et en particulier par l'éditeur ? Je ne sais pas, je pense pas. Mais justement, il faut négocier avec l'établissement, avec la direction, en fait, parce que l'enjeu est là. Il faut prouver qu'est-ce qu'on a pu gagner avec cet outil et pourquoi je renouvelle dans ce cas-là. Donnez-nous des chiffres, donnez-nous des bilans, donnez-nous des cas concrets de ce que vous avez pu sécuriser, quoi, avec cet outil, voilà. Et vous n'avez pas eu la question insidieuse, on va dire oui, mais combien vous nous rendez de pharmaciens parce que vous allez gagner plein de temps? Non, vous n'avez pas eu droit à ça. Je vous dirai après. C'est la phase d'après. Je ne l'ai pas encore eu, mais j'espère pas, parce qu'en fait, nous, avec le devis qu'on a obtenu, surtout sur 3 établissements, ça dépasse largement le financement d'un poste de pharmacien. Hein, donc, c'est plutôt dans l'autre sens. D'accord. On arrive tout droit, donc forcément, à l'efficience. Et la qualité, au sens large, ce matin on a entendu parler de qualité. Encore un mot parfois qui est mis à toutes les sauces. Alexandre, on voit bien que ça tente tout le monde, notamment nos directions. Est-ce qu'un petit mot peut-être, je reviens toujours à cette question, une validation sans pharmacien, c'est possible, on y croit, comment on fait pour pas que ça se passe quand même? Est-ce qu'on refuse l'IA? Est-ce qu'on se dit attends, c'est un truc, il y en a marre, ça va prendre ma place. Il y a un truc sur Facebook où on voit une dame qui vient chercher du boulot et à l'Agence nationale de l'emploi et qui dit, et le robot qui la reçoit lui demande qu'est-ce que vous faisiez avant? Et elle dit je faisais votre boulot. Voilà. Donc merci. Et puis de qualité, c'est également nous parler de qualité, parce que c'est intimement lié, quoi. La machine a fait peut-être des erreurs aussi, quand même. Bonjour, Alexandre Meurant, du coup je suis pharmacien au CHU de Caen. La question de l'efficience, elle est très centrale. Avant ce congrès, j'avais déjà des collègues qui avaient pris contact avec moi et qui m'avaient demandé est-ce que Bimedoc, pour faire de la conciliation médicamenteuse, ça vous a permis de gagner du temps, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Et on a eu 2 phases. Une avant le fonctionnement en interopérabilité, et puis un an et demi plus tard, le début de l'interopérabilité. Donc avant l'interop, clairement, on prenait plus de temps à faire nos conciliations médicamenteuses avec Bimedoc. Il fallait soi-même renseigner l'identité patient avec des risques d'erreurs potentielles associés. Il fallait tout ressaisir manuellement, notamment les traitements intra-hospitaliers. Et puis, il fallait extraire notre conciliation, l'importer sous format de PDF dans le dossier patient informatisé. Tout ça prenait du temps. Donc, malgré que l'outil nous faisait gagner du temps sur d'autres aspects, comme on a pu voir dans la vidéo, pour le lien ville-hôpital dans les conciliations de sortie, on clique, on envoie ça aux professionnels d'aval. Ça nous fait gagner du temps. En tout cas, la première année et demie avec l'outil Bimedoc, on a plutôt mis un peu plus de temps. Donc on avait décidé de le déployer pas sur l'ensemble du CHU, uniquement sur une petite partie. Et puis après, on a eu des financements régionaux qui nous ont permis de débloquer l'interopérabilité du logiciel. Et à partir de ce moment-là, on est plutôt rentré dans le timing de ce qu'on faisait avant pour la conciliation médicamenteuse, mais avec des bénéfices en termes de qualité, parce que avant, c'était, comme peut-être certains font encore, un document maison, type document Word, dans lequel on rentre nos informations. Et donc, en fait, une étape de bilan médicamenteux qui n'est pas forcément formalisée, alors que maintenant, avec l'outil, cette étape, elle est formalisée, donc on gagne en qualité des informations
et en qualité de ce qu'on voit en tant que pharmacien quand on valide les conciliations médicamenteuses. On gagne également en termes de rendu de documents avec des documents de synthèse de conciliation qui sont colorés, qui sont visuels. Pour terminer, on a gagné en analyse de nos données. L'intérêt de rentrer toutes ces données structurées, c'est derrière de pouvoir en faire l'analyse de l'activité, mais aussi l'analyse dans l'interprétation de ce qu'on fait. On est en capacité de comparer les traitements à l'entrée, les traitements à la sortie de nos patients, d'en faire de l'analyse. On avait déjà depuis longtemps arrêté de tracer toute notre activité dans des tableurs Excel, parce qu'on avait priorisé plutôt le fait de faire des choses plutôt que de toujours tracer tout ce qu'on faisait. Mais avec l'outil Bimedoc, on a retrouvé toute cette traçabilité d'activité assez fine. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a gagné en qualité et in fine que sur l'ensemble de l'outil. Je ne pense pas qu'on gagne de temps, mais je ne pense pas qu'on en perde non plus. Et donc, au sein de Bimedoc, le job de l'IA, c'est surtout de lire des ordonnances, de les retranscrire sous format structuré. Et là, grâce à cette IA, le pharmacien gagne du temps. Il y a une étape obligatoire de validation des données que nous pré-saisit l'IA. De ce fait, on ne pourra jamais se faire remplacer. Merci. Peut-être, est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle pour nos intervenants? Oui, j'ai une question sur la gauche. Donc, même punition. Edine Théanif, CHU Marseille. Donc, je voulais savoir s'il y avait des études comparatives, parce que finalement, les éléments de preuve, pouvoir convaincre nos directions, c'est quand même ça. À la fois, l'étude pourrait porter avec ou sans IA. Est-ce qu'on a de la pertinence dans le choix des patients et du risque, ou au niveau des interactions également? Et puis, le comparatif entre les différents systèmes. J'avais aussi, comme ça je rends le micro, et il faudrait aussi former nos jeunes, je pense dès la fac. Bon, je sais qu'il y a des DU informatiques, est-ce qu'il existe des DU IA qui pourraient quand même nous former, puisqu'on est en charge, comme vous l'avez expliqué, de structurer les systèmes. Donc c'est voilà, questions universitaires. Et puis dernière chose, donc moi je m'occupe de stérilisation. On commence à utiliser de l'IA, notamment dans la validation des cycles d'autoclave. Je sais que ça existe, donc nous on le fait, on l'a mis en place. Et ça marche très bien, c'est très convivial et ça nous apporte aussi, alors du gain de temps peut-être pas, mais de la précision dans la validation, en tout cas de la qualité de la validation des cycles. Merci. Merci Edine. Une deuxième question? Oui. Bonjour, Mohamed Diallo. Oh, pardon, moi belge, je te grille. Président, vas-y. Nicolas Coste, Marseille. Je me projette un tout petit peu plus loin que ce qui vient d'être dit et je me pose la question, alors je rejoins tout à fait Edine, mais j'ai déjà posé cette question il y a 2 jours, sur la formation. Donc la formation initiale, c'est évident, mais sur la formation continue, il va falloir réellement former l'ensemble des praticiens parce que ça va devenir central en termes d'activité. Et si on décale un peu plus loin, qu'on est avec des outils plus performants, est-ce que justement notre plus-value, notre compétence ne va pas se décaler un petit peu, pas directement sur le rendu de résultats, mais sur la validation, sur la structuration, sur la préparation des données, sur la qualification? Vous disiez certains là que vous requalifiez, passez des jeux de test aux nouvelles versions. Est-ce qu'il ne faut pas le faire aussi dès qu'il y a un des éléments qui interagit avec l'outil principal, parce qu'on ne peut pas exclure que le changement de l'entrepôt de données de biologie n'ait pas un impact, même si votre version est toujours la même. Et donc du coup, tout ça pour dire que c'est à ce niveau-là qu'on va demander notre expertise. C'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir nous juger et donner confiance dans les outils qu'on utilise. Peut-être sur le volet formation, une réponse forcément rapide. Cécile et Pierrick.
Merci beaucoup. Oui, ça me donne l'occasion d'aborder ce point que je n'avais pas eu le temps de faire précédemment. Donc effectivement, il y a une évolution actuellement des programmes de formation initiale parce que paradoxalement, ces formations spécifiques en numérique de la santé n'existaient dans un premier temps que sous un format formation continue et n'étaient pas intégrés dans les programmes de formation initiale auprès des plus jeunes. Donc il y avait des diplômes universitaires. À Montpellier, on en a créé un il y a quelques années et qui était hybride, qui mélangeait des étudiants des premiers cycles et des deuxièmes cycles et de la formation continue. Et depuis cette année, donc c'est rentrée 2025, il y a un référentiel qui impose désormais un programme d'enseignement consacré au numérique de la santé. Et donc c'est très très récent. Et c'est une obligation ministérielle. C'est le ministère de la Santé avec la délégation du numérique en santé qui pilote ça et qui impose à toutes les universités d'intégrer dans le premier cycle une vingtaine d'heures consacrées à une acculturation du numérique en santé. Et puis ensuite, il y aura plusieurs vagues, plusieurs étapes, et donc on intégrera au niveau du second cycle des enseignements plus spécialisés qui vont permettre d'acculturer et de donner un minimum d'informations sur la protection des données, qu'est-ce qu'un logiciel, voilà, donc tous les outils immatériels qui sont désormais à la disposition des professionnels de santé, c'est en train de se faire. Et effectivement, c'est quelque chose qui est intégré dans la feuille du numérique en santé, du développement, donc ça démarre cette année. Je regarde, puisqu'on a la chance d'avoir parmi nos invités Nolwenn François de l'ANS, est-ce que tu veux apporter un complément sur ce point, Nolwenn, peut-être, si ça te va, Philippe? Un tout petit complément, je vais pas interrompre tout l'intérêt de cette table ronde, mais vous mentionniez le parcours de formation. Et alors du coup, j'en profite pour passer un petit message, parce qu'il y a une plateforme justement qui propose des modules de formation pour répondre à ces nouveaux parcours et qui est assez souple, qui permet à chaque organisme de formation de construire son propre parcours pour répondre aux besoins des étudiants et qui est du coup construit par l'Agence du numérique en santé, qui est une agence rattachée à l'ADNS, au ministère que vous aviez mentionné tout de suite. Voilà, et cette plateforme de formation, elle est assez peu connue, on l'a fait connaître, du coup j'en profite parce que c'est vraiment un service disponible pour tous. Merci de cette précision. On va passer au dernier micro-trottoir, le temps passant. Donc, question, vous allez la voir, c'est l'IA pour vous assister dans vos missions, jusqu'où ? Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un complément de notre profession. Elle ne peut pas se substituer à un pharmacien. Certes, on peut inculquer des règles dans cette intelligence artificielle qui nous permettent d'avoir des arbres décisionnels ou autres, mais derrière, l'œil humain n'est pas substituable. Il faudra toujours un point de vigilance. Le cerveau d'un pharmacien restera toujours le bagage de connaissances qu'on a, et l'intelligence artificielle, quand bien même on lui fait apprendre tout, il y a toujours pour elle la solution de facilité qui est parfois des probabilités qu'on ne pourrait pas réaliser nous. Et donc il faut forcément un regard pharmaceutique, un regard humain, et sur ça, l'humain est indispensable. On ne peut pas juste tout laisser à l'IA. Alors pas forcément prendre les décisions, mais aide à la prise de décision, et surtout permettre d'optimiser et faire gagner du temps sur les tâches répétitives, routinières, pour lesquelles justement les algorithmes de décision, les procès de décision sont déjà bien clairs pour nous, professionnels. La pharmacie clinique, moi je la vois dans 10-15 ans, entièrement automatisée, et donc du coup, il y a actuellement des études, notamment au Canada, qui ont montré que l'IA a permis de mieux analyser certaines ordonnances, certains dossiers, que des pharmaciens seniors. Déjà, il faudrait qu'on réussisse à programmer tout ça. Et après, je suis sûre qu'on aurait d'autres missions que peut-être l'intelligence artificielle ne pourrait pas faire. L'intelligence artificielle peut faire des erreurs. C'est, comme on a vu, c'est un apprentissage, c'est le contexte clinique. Je pense que c'est toujours un pharmacien qui doit quand même, dans certaines situations, le regarder. On ne pourra pas se passer d'être humain, et donc il faudra ne pas sous-dimensionner l'effectif humain par rapport à l'utilisation de ces outils. Si l'intelligence artificielle nous dit, face à une pathologie cardiaque, le meilleur traitement c'est d'enlever le cœur, effectivement il y a 100% de guérison, le cœur après ne pose plus de problème. Mais un humain ne va pas réfléchir bêtement alors qu'un ordinateur va se dire c'est ça la meilleure solution. Je pense que ma responsabilité pharmaceutique serait engagée. Toute décision finale doit être prise
par un être humain? Je pense que c'est quelque chose de relativement récent ou de naissant. Donc nous-mêmes, il va falloir qu'on s'habitue à ces outils, à leur faire confiance. Mais je sais qu'il y a un programme sur l'éthique aussi, donc c'est jusqu'où on fait confiance à l'intelligence artificielle. Il va falloir mettre probablement des garde-fous. Il y aura probablement des recommandations. Et puis après, c'est peut-être un rapport individuel de chacun d'entre nous par rapport à cet outil. Là aussi, je crois que ça va être assez évolutif dans nos carrières et la mienne notamment. Alors comme c'est le dernier micro-trottoir, moi je propose qu'on les applaudisse parce qu'ils se sont prêtés à un jeu qui n'est pas facile. Et puis tant qu'on y est, profitez-en aussi pour applaudir Maximilien qui a piloté avec l'équipe vidéo ces micro-trottoirs. Et tant qu'on y est aussi, eh bien écoutez, je vous propose un dernier mode interactif avec la salle. Voilà, la question s'affiche sur vos écrans et on va tenter d'y répondre avec nos intervenants. C'est demain en PUI, dans votre exercice, vous accepteriez quoi? Que l'IA fasse quoi pour vous? Voilà, les questions sont affichées, on pourra en débattre et la parole est au plateau. Alors, je suis en train j'arrive pas à lire, je suis vraiment vieux, quoi. On va laisser le WooClap s'alimenter, puis on le commentera. Voilà, on commentera après, tout à l'heure. Voilà. On va arriver à une partie, on va dire, propriété intellectuelle, éthique, moteur de données, entrepôt de données, etc. Donc, vous voyez, on va ouvrir un champ qui a déjà été un peu ouvert avant-hier et ce matin, mais peut-être aller un peu plus loin, et notamment parler il y a un règlement européen qui est récent, et on va se tourner de toute façon pour ce type de questions, je ne sais pas même pas par laquelle commencer, tellement c'est vaste comme sujet. On va se tourner vers nos deux experts pour un peu nous parler finalement, développer un peu ces mots-clés, entre guillemets, propriété intellectuelle, éthique, entrepôt de données, voilà. Qui veut commencer le feu? Pierrick? C'est moi qui ai le micro, donc... Qui nous dit. Moi, je ne suis pas un expert de la propriété intellectuelle. Par contre, la question, effectivement, que je me pose là, et quand je vous ai écouté les uns les autres, c'est qui produit quoi et à quoi ça va servir. Donc, Cécile, j'aurais besoin de ton regard là-dessus. Dans ce que vous avez présenté sur les règles, on a beaucoup entendu finalement, le pharmacien développe une expertise, une compétence, vous passez du temps à développer, affiner des règles. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'en termes de... S'il y a une propriété intellectuelle, on peut penser que ça appartient au praticien qui développe, en tout cas, ce qu'il est en train de faire. Donc, au-delà de la question de propriété, moi, ce qui va m'importer aussi, c'est la question de validité qui va être derrière. Et j'ai entendu ce que vous mentionniez pour certains dans le modèle économique, qui était de dire, tiens, on négocie aussi avec notre établissement le fait d'avoir un renfort pharmacien. Ce qui me fait aussi poser la question, et ça on le réfléchit forcément dans les instances de société savante et plus large, de dire c'est le principe aussi d'un groupe, d'un collectif, c'est de s'y mettre à plusieurs et de se répartir la charge et de revalider. Donc ça, si on élargit effectivement aussi la production de ces règles à un groupe de praticiens, voire un peu plus de chercheurs via une société savante, pareil, ça peut poser des questions aussi de mon point de vue de propriété, en tout cas de validité. Et puis derrière, j'imagine bien, parce que ça a été mentionné, et encore une fois, merci à tous les industriels qui sont derrière, qui rendent possible le fait qu'on puisse utiliser ces choses-là dans notre outil du quotidien. Mais il y a un moment donné, alors tant qu'on est dans de la production de règles, j'ai envie de dire qu'on maîtrise complètement, qu'on peut définir cliniquement. J'ai l'impression qu'on voit bien que le praticien est complètement derrière. Par contre, on voit maintenant, on l'a peu abordé, mais avec les modèles d'IA générative, de LLM, qu'il y a, et de machine learning, de deep learning, il y a de l'auto-apprentissage, et qu'à un moment donné, très certainement et probablement, c'est peut-être le cas pour certaines solutions, la règle, elle va pas s'auto-créer, mais quand même s'auto-améliorer ou
ou aller un petit peu plus loin. Et ce qu'on imagine bien là-dedans, en tout cas, c'est que l'industriel qui a besoin, enfin l'éditeur, qui a besoin de maîtriser ça, il a quand même besoin d'avoir accès à de la matière, donc à une source de données. Et donc c'est une des autres questions que je me pose, c'est d'un point de vue propriété intellectuelle, en tout cas maîtrise, qu'est-ce qui va se passer? Si on ne permet pas aux producteurs industriels d'avoir accès à des données complètement représentatives de ce qu'on fait, donc a priori du soin, est-ce qu'ils risquent pas d'être limités? Et si on veut effectivement avoir des systèmes très experts qui vont encore plus loin, il faut que les systèmes aient vraiment, oula, j'en perds mes feuilles, qu'ils aient vraiment accès à des choses très 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 précises. Et c'est ce que M. Goffi mentionnait ce matin, je pense via ce qu'on est en train de construire avec les entrepôts de données de santé ou d'autres modalités, qui sont d'avoir un regard très très exhaustif sur finalement la vie informatique de données d'un parcours de patient. Donc je me pose un peu toutes ces questions, Cécile. Est-ce que tu peux m'aider? Merci. Donc c'est effectivement une question très très complexe. J'ai commencé à l'aborder un tout petit peu dans le propos introductif. Effectivement, ces innovations technologiques ont besoin d'être valorisées pour qu'elles puissent continuer à être produites. Et les outils de propriété intellectuelle qui sont vastes, ça va du brevet jusqu'au droit d'auteur, sont tous sur le principe sollicitables. On peut tous les solliciter. Tout dépend vraiment de l'objet de protection. Alors c'est un petit peu complexe, mais sur le principe, un algorithme, il peut être protégé par brevet parce qu'on va considérer que c'est une suite d'écriture informatique. Mais encore faut-il répondre aux conditions de brevetabilité. Et parmi les conditions de brevetabilité, il faut vraiment une application technique et une activité inventive. Donc ça va vraiment se situer à ce niveau-là pour emporter la délivrance du titre, que l'application technique soit très précise et très bien détaillée et que l'activité inventive soit bien présente par rapport à ce qui existe déjà. En ce qui concerne le logiciel, là, le logiciel il peut prétendre à la protection par le droit d'auteur, qui est une protection beaucoup plus généreuse, puisqu'elle peut s'appliquer pendant toute la vie de l'auteur, elle est même transmissible aux héritiers, enfin bref. Mais ce qui pose problème, c'est là encore les conditions de protection, puisqu'on impose que l'auteur puisse prouver l'originalité de sa contribution. Et l'originalité, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une trace de la personnalité de l'auteur. Et là, on se rend bien compte de la difficulté lorsque la machine participe à la création de l'œuvre, parce que prouver l'originalité de l'apport de la machine et traduire sa personnalité, ça n'est pas possible. Donc ça bloque beaucoup à ce niveau-là. Donc il y a des difficultés. C'est la même chose pour les brevets avec l'inventeur, parce qu'il faut désigner un inventeur, et l'inventeur est appréhendé dans le droit de la propriété industrielle brevet comme une personne physique ou une personne morale, mais pas comme une machine à ce jour. Donc il y a vraiment des difficultés pour protéger à ce jour, ce qui fait que les mécanismes de protection et de valorisation se déplacent beaucoup sur le droit des contrats et la protection par le secret. L'innovation, il y a deux grands modes de protection, c'est la propriété intellectuelle ou le secret des affaires, avec des clauses de confidentialité. Et donc il y a vraiment il y a un déplacement des types de protection vers le secret, et puis vers la contractualisation avec des clauses de confidentialité. Et c'est vraiment le droit des contrats qui se met en place, donc un droit très économique, avec aussi l'application des principes des droits de la concurrence pour protéger les innovations. Et donc la propriété intellectuelle qui n'est pas complètement adaptée à ces nouveaux outils, parce que ce sont des droits assez anciens, qui n'ont pas assez évolué dans l'appréhension des inventeurs, des auteurs et des objets de protection, sont un petit peu difficiles à convoquer. Mais il y a quand même eu des brevets qui ont déjà été déposés sur des algorithmes, il y a des droits d'auteur qui ont été déposés sur les logiciels, parce qu'ensuite ce sont des appréciations des offices, et les offices ont déjà considéré que c'était possible. Mais ça n'est pas du tout unanime, et au niveau européen notamment, les positions sont assez bloquées à ce jour. Donc voilà rapidement sur la propriété intellectuelle. Petite question piège. On a beaucoup parlé de transparence, mais en fait on se dirige vers un droit du secret, enfin c'est pas le bon terme, pardon.
Comment on gère ça? Parce que d'un côté, on a une demande de transparence parce qu'on veut savoir comment ça marche, etc. Et on va avoir finalement garder une maîtrise humaine, entre guillemets. Et comment ça marche? Parce que, alors qu'on s'oriente vers, en effet, ça fait penser un peu au secret industriel, etc. Comment on peut concilier les deux? C'est effectivement très compliqué parce que l'obligation de transparence, elle est imposée par le RGPD, elle est imposée par le règlement sur l'intelligence artificielle. Donc il y a des informations à transmettre, de la documentation technique, de l'information technique. Il y a cette obligation de formation des professionnels qui vont utiliser l'outil. Mais les informations très confidentielles, ultra confidentielles sur la conception vraiment primaire de l'outil ne sont pas forcément et facilement partagées lorsqu'elles sont protégées par le secret, effectivement. Donc il y a une articulation à ce niveau-là qui peut être assez subtile. Merci. Peut-être une petite question. On va profiter de la présence de l'agence numérique en santé. Est-ce qu'il y a un commentaire? Est-ce que vous souhaitez faire un petit commentaire à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des appels à projets, etc., justement pour essayer d'approfondir un peu ces questionnements? Alors, bien évidemment, pas réponse à tout, et vous êtes déjà suffisamment expert sur beaucoup de ces sujets-là. Mais on parle entrepôt de données de santé, bien sûr, vous l'avez mentionné tout à l'heure, et je voudrais juste vous informer ou rappeler, pour ceux qui le savent déjà, qu'il y a une concertation qui débute à partir du 1er septembre sur la stratégie d'utilisation secondaire des données de santé. Donc, comme c'est pas ouvert, j'ai pas le lien pour vous donner, pour vous connecter ou aller consulter les documents liés à cette concertation. Mais les liens pourront être trouvés sur Internet ou sur le site de l'agence sans problème à partir de la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à aller voir, lire et apporter vos contributions. Ça fait suite aux travaux qui avaient été menés, à la mission qui avait été faite sur ce sujet-là l'an dernier, et présenté, sauf erreur de ma part, en janvier 2024, si je me souviens bien. Donc voilà, des travaux qui ont été menés depuis pour élaborer cette stratégie. Et puis une information également sur un appel à projet qui a été lancé fin juillet, qui s'appelle Challenge Prévention, qui fait, sur lequel il est possible de répondre sur des projets innovants. Alors qui touchent au numérique, mais pas seulement. C'est l'innovation au sens large, donc il y a beaucoup de thématiques, de possibilités de projets au sens technologie, thérapeutique, numérique, etc. Mais également au sens thématique dans la prise en charge de certaines pathologies, dans la prévention, etc. Et appel à projet qui durera jusqu'en 2028, mais par phase, avec donc cette première phase de réponse possible. Vous pouvez trouver le cahier des charges sur le site BPI France, qui se termine cette première phase en décembre. J'ai plus la date exacte, mais voilà, mois de décembre. Donc, petite information que je pouvais profiter pour vous donner pendant que je suis là. Merci. Merci. Bon, il est temps d'avoir la réponse Quick Clap. Alors, je compte sur la régie parce que je n'arrive toujours pas à lire. Alors, eh bien, écoutez, la réponse est simple. On vous a posé 3 types de questions. Est-ce que vous seriez prêt à ce que l'IA vous assiste dans une activité administrative? 57% oui, puis on voit ensuite que ça décroît. Dans vos missions pharmaceutiques, eh bien, c'est quand même seulement 40% des collègues. Et qui serait prêt à ce que l'IA prenne une décision pharmaceutique? Eh bien, 2% de nos collègues seraient prêts à ce que l'IA décide pour nous. Et là, je pense que ça nous oriente directement vers la question de la responsabilité. Et je me retourne vers nos invités et vers toi, Philippe. Bien, qui veut ouvrir le bal sur responsabilité? Aide à la décision, responsabilité. Est-ce que la donnée qui m'a fournie est une donnée supplémentaire ou est-ce que c'est une réelle information? Et qu'est-ce que j'en fais? Et où est ma responsabilité dans son utilisation? Mais les utilisateurs peuvent forcément et sont incités à répondre à ces questions. Alors sur les régimes de la responsabilité, il y a une grande évolution. Ah pardon. Désolée. Une grande évolution actuelle qui se fait au niveau européen, là aussi pour adapter les textes et les outils.
Vous avez peut-être entendu parler de la responsabilité du fait des produits défectueux, qui permet d'engager une responsabilité civile lorsque un outil est défectueux et cause un dommage. Donc bien sûr, ça s'applique en santé. Et jusqu'à présent, on ne pouvait pas l'appliquer aux dispositifs d'IA parce que, là encore, les textes n'appréhendaient pas ces types d'objets. Et le texte est en train d'être réformé en ce moment. C'est en travail auprès de la Commission européenne pour évoluer et appréhender ces sujets. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'un outil, un dispositif, un modèle d'IA qui se révélerait défaillant, eh bien, il y aurait une responsabilité du fabricant, par principe, qui pourrait être recherchée si, dans la conception, il y a une défectuosité qui est reconnue. Après, ce qui vous intéresse davantage, vous, c'est lorsque vous alimentez, lorsque vous utilisez, lorsque vous modifiez l'outil, est-ce que votre responsabilité pourrait être recherchée? Bon, bien évidemment, tout dépend là encore d'une éventuelle défaillance. À ce stade, pour engager votre responsabilité, il faut qu'il y ait une faute, il faut qu'il y ait une défaillance, qui peut être une défaillance de négligence ou d'imprudence, et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudrait chercher si, si la connaissance de l'outil n'est pas suffisamment bonne, s'il y a des maladresses dans l'utilisation de l'outil qui génèrent une mauvaise décision à un moment donné, une mauvaise décision thérapeutique. On peut rechercher, mais comme c'est le cas dans votre exercice professionnel d'aujourd'hui, s'il y a une de vos défaillances, s'il y a une défaillance dans l'acte professionnel, une responsabilité peut être recherchée, tout en sachant que lorsque vous travaillez à l'hôpital, eh bien, c'est une responsabilité administrative et la responsabilité civile, les dommages civils sont couverts par l'hôpital avec son assurance, donc ça, il faut le rappeler également. Mais par contre, au niveau disciplinaire, donc professionnel, il peut aussi y avoir une responsabilité qui serait recherchée parce que il y aurait une défaillance professionnelle ou déontologique liée à l'utilisation de l'outil. Donc là, j'en profite, puisque je parle de déontologie. Vous savez qu'on a un code de déontologie qui, vous savez peut-être qu'en ce moment, il est en cours d'actualisation. Et il est en cours d'actualisation pour se moderniser, bien évidemment, et s'adapter aux évolutions du métier, dont fait partie l'intelligence artificielle et de façon plus générale l'évolution numérique du métier. Donc on attend la nouvelle mouture du code de déontologie qui sera un petit peu plus légère, puisqu'on va passer d'environ 70 articles à une quarantaine d'articles, mais qui sera beaucoup plus ciblée sur la numérisation de la profession pharmaceutique. Et donc on s'attend bien évidemment à ce qu'il y ait des dispositions plus spécifiques qui vont concerner l'utilisation des outils numériques. À ce jour, il n'y a aucun texte qui soit spécifique, mais il y a des textes généraux qui imposent justement de toujours travailler avec soin, attention, de faire l'analyse critique dans les bonnes conditions. Ça peut s'appliquer à l'utilisation d'un outil, mais ça n'est absolument pas spécifique et ça renvoie à une appréciation qui peut être compliquée. Donc on attend l'évolution du code de déontologie pour qu'il soit beaucoup plus adapté à la manipulation de ces outils. Merci. Je suis content que le code de déontologie voit peut-être un peu bientôt le jour, parce que je crois que ça fait une douzaine d'années à peu près que... Oui, c'est un serpent de mer, voilà, on n'est pas loin de la mer ici. Peut-être, il y a des espions qui m'ont dit qu'Emmanuel Goffi était dans la salle. S'il veut, sur ce plan responsabilité, déontologie, nous éventuellement faire un petit commentaire rapide. Mais s'il n'a pas envie, il a le droit de ne pas faire envie. Notamment à la lumière des échanges et de ce qu'il nous a apporté ce matin. Alors, je pense, merci de me donner la parole, je pense que j'ai largement pris la parole ce matin, donc c'est certainement pas mon rôle. Juste un petit point malgré tout, c'est que la question de la responsabilité, elle est toujours posée a priori, et Madame l'a dit, quand il y a eu un défaut professionnel qui est visible, en fait cette responsabilité elle est mesurée souvent a posteriori. Donc on va remonter une chaîne de responsabilité, on va essayer de voir qui était responsable à quel niveau, qui était sachant en quoi. Donc la question de la responsabilité, je fais juste un petit warning, attention à ne pas faire l'erreur de toujours essayer d'anticiper la responsabilité, de dire qui serait responsable si. C'est comme quand il y a un accident de la route, la responsabilité, elle est mesurée après, en fonction d'un certain nombre de critères. C'est juste ce petit warning que je voulais faire et petite courte prise de parole. Merci beaucoup, Emmanuel. Je crois qu'il est à peu près l'heure, et je crois qu'il est 16h30, Mathilde, ou pas loin de 16h30. On va faire une petite conclusion. Je vais m'exercer à essayer de faire une petite conclusion, finalement, qui va correspondre
à une conclusion, mais peut-on conclure, bien sûr, sur un domaine comme celui-ci, qui correspond un petit peu à ce qui a été dit aujourd'hui, mais également mardi, dans la conférence au grand public, qui était vraiment remarquable également. Bon, déjà, je crois, moi, ce que je retiens, c'est que, au-delà des éléments de langage, je fais attention, puisqu'on a Emmanuel qui écoute, au-delà des éléments de langage, voilà, l'outil n'est pas une finalité. L'outil doit rester un outil. Voilà, je crois que ça, on a bien compris ça, ce qui en effet amène à se poser toujours la question, c'est quelle est ma valeur ajoutée? C'est un mot qui est revenu assez souvent. Quelle est ma valeur ajoutée, moi, en tant que professionnel? Et ça, c'est important, d'autant plus que, quoi qu'il arrive, l'IA va arriver, ou est déjà arrivée, et va se développer. Donc, comment faire, en effet, pour l'utiliser comme un véritable outil? Et la meilleure façon, la meilleure façon d'éviter qu'il me remplace, c'est peut-être de se dire et de faire comprendre et d'admettre que un professionnel avec l'IA sera toujours meilleur que l'IA toute seule, ou que le professionnel tout seul. Donc on rebascule un petit peu sur les éléments, la formation, etc., qu'on a largement abordé, d'une façon trop courte, mais qu'on a abordé cet après-midi. Il faut donc apprivoiser les affaires, en rester maître, et il vaut mieux que nous, professionnels de terrain, on soit vraiment à la maîtrise des affaires plutôt que de subir. Que subissant, on a trop souffert parfois de réglementations qui nous tombent dessus, alors que l'important c'est de s'accaparer les choses et puis finalement de donner son avis et de donner confiance, puisque c'est un terme qui a été utilisé. Voilà, l'outil, il est là aussi pour donner confiance, pour faire de la qualité, mais aux vraies définitions, au vrai sens du terme, pas uniquement remplir des tableaux d'indicateurs. La transparence, on en a parlé. On a vu dans les limites, là je reviens sur la partie pharmacie hospitalière, mais c'est un grand classique, c'est même plus un serpent de mer, mais bon, c'est un grand classique, c'est les problèmes d'interopérabilité, parce qu'on voit bien que tant ces systèmes, quand ces interopérabilités, tant qu'elles ne seront pas performantes, etc., je vais dire, on risque d'avoir des données qui vont se contredire, qui ne vont pas être consolidées, etc. Donc je crois que ça ressort bien de cet après-midi. Voilà, la responsabilité, on vient d'en parler, et j'aime beaucoup ce matin ce qui a été dit sur la quête de sens. Et la meilleure façon d'avoir une quête de sens, c'est vraiment d'imaginer, encore une fois, je le répète, qu'un professionnel avec IA sera toujours meilleur qu'un professionnel ou que l'IA seul. Voilà. Merci beaucoup de votre participation. Merci à nos intervenants. Je vous propose vraiment de les applaudir très fort, parce que j'aimerais bien être comme eux, quoi. Merci. Merci à tous d'avoir participé. Je voudrais que l'on remercie et que vous applaudissiez aussi très fort Philippe pour cette animation. Voilà, vous le savez, il a passé la main. Et un très très grand merci à tous nos participants, à ceux qui se sont prêtés au reportage, au clap, au micro-trottoir, et à toute l'équipe technique qui nous a permis cette réalisation. Merci à tous. Et dernier mot, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux les replays de cette session, les reportages très prochainement, les micro-trottoirs, et puis également pour les plus jeunes, sur Instagram, vous avez également des shorts, des reels, etc. Bref, voilà, la communication des rencontres CSH se développe. Vous aurez le QR code à la fin pour nous retrouver partout. Merci à tous. Merci Philippe. Je te laisse le dernier mot, Philippe. Et donc, reprise à 17h pour la session européenne. To get it out now. I've been holding my breath way too long. We're missing the whole point, cause we're doing great. I've been holding back way too long.
long it's overflowed. We are missing the whole point, we're doing great. We're getting close, so much closer to what we're feeling. We need substantial attitude, can't hesitate. If this is good, then I'm staying. If this is bad, then let me